Prends l'accusation sur toi pour ta sœur, a hurlé mon père. Elle a une vraie carrière, elle. Toi, tu es sacrifiable. Maman m'a violemment tendu la déclaration d'aveu. Ma sœur a ricané, signe, espèce de raté. J'ai repoussé le papier. 48 heures plus tard, un inspecteur a consulté mon dossier, puis s'est lentement levé, votre honneur. La porte d'entrée a claqué contre le mur un peu après minuit. J'étais toujours assise à la table de la salle à manger de mes parents, tournant une tasse de café froid entre mes mains, quand Rachel a trébuché dans le couloir. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. L'eau de pluie ruisselait de ses cheveux et assombrissait les épaules de son manteau. De la boue tachait un genou de son pantalon, une de ses manches portait une traînée rouille, et il y avait du sang le long de sa main, là où la peau avait été écorchée à vif. La tasse de maman a glissé de ses doigts pour impacter la soucoupe. Rachel, ma sœur, nous a regardés tous les trois, la bouche ouverte, mais rien n'est sorti. Papa l'a atteinte le premier, que s'est-il passé? Les dents de Rachel claquaient si fort que je pouvais les entendre depuis la salle à manger. J'ai percuté quelque chose. Papa s'est arrêté, comment ça, quelque chose? Les yeux de Rachel se sont dirigés vers moi, puis se sont détournés. Un homme. La vieille horloge au-dessus de la porte de la cuisine a émis un clic. Maman a murmuré, oh mon Dieu. Papa a attrapé une serviette sur le comptoir et l'a enroulée autour des épaules de Rachel. Maman a pris sa main sanglante et a commencé à la tamponner avec une autre serviette, comme si cette minuscule écorchure était l'urgence que nous devions résoudre. Je me suis levé, es-tu blessé? Rachel a secoué la tête. Alors, à qui est ce sang? Je ne sais pas. Les mots sont sortis trop vite. Papa a regardé vers la fenêtre d'entrée, où est le SUV dans l'allée? Est-ce que quelqu'un t'a vu? Rachel l'a fixé. J'ai senti quelque chose basculer en moi, non pas à cause de ce qu'il avait demandé, mais à cause de ce qu'il n'avait pas demandé. Il n'avait pas demandé si l'homme était vivant. Rachel, ai-je dit, as-tu appelé le 911? Elle a plaqué ses deux mains sur son visage. J'ai paniqué. Ce n'est pas une réponse. Mara, la voix de maman s'est faite plus dure, pas maintenant. Rachel a commencé à pleurer, puis l'histoire est sortie par fragments, le SUV de papa, la route près de Millbrook, la pluie suffisamment dense pour brouiller le pare-brise, son téléphone qui s'allume, un vélo, des freins, un son qu'elle disait ne pas pouvoir se sortir de la tête, puis la conduite. La conduite tout le long du trajet du retour vers la maison de mes parents. Je crois qu'il bougeait encore, a chuchoté Rachel. Mon estomac s'est retourné, tu l'as laissé là-bas? Je vous ai dit que j'avais paniqué. Papa a écarté le rideau et a fixé l'allée. Il est resté là pendant plusieurs secondes. Lorsqu'il s'est retourné, quelque chose dans son expression avait changé. La panique était toujours là, mais quelque chose de plus froid s'était installé à côté. À quelle heure Mara a-t-elle quitté le dîner? J'ai froncé les sourcils, quoi? Papa a regardé maman au lieu de me regarder. Elle est arrivée de l'aéroport cet après-midi, personne ne sait exactement quand elle est retournée à l'hôtel. Les yeux de maman se sont levés vers les miens. Ce fut le premier moment où j'ai compris que la conversation avait changé. Il ne demandait plus ce que Rachel avait fait, il demandait où j'avais été. Papa. Il a levé une main, réfléchi juste une seconde. Non. Tu as loué une voiture? Oui. Tu étais ici ce soir? Oui. Et tu connais la loi. Je l'ai fixée. La logique était si laide que mon esprit y a d'abord résisté. Maman s'est assise lentement. Mara, a-t-elle dit presque doucement, Rachel a 2 enfants. Je l'ai regardée. Elle a des patients qui dépendent d'elle, a continué maman. Si cela devient criminel. Un homme est peut-être mort. Je le sais. Non, je ne pense pas que tu le saches. Papa s'est éloigné de la fenêtre, tu sais comment fonctionne le système, bien mieux que Rachel. C'était là. Pas une accusation, pas encore, mais un calcul. Rachel avait des enfants, Rachel avait des patients, Rachel avait une carrière qu'il comprenait. Et j'étais la fille qui vivait à 3000 miles de là, qui travaillait quelque part dans le système judiciaire à Washington, n'avait pas d'enfants, et avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à s'entendre dire qu'elle était celle qui pouvait gérer les choses, la fille fiable, la fille pratique. Celle qui s'en sortirait toujours.
Maman s'est tendue vers le bloc-notes légal à côté du téléphone. Papa a demandé quelle compagnie de location j'avais utilisée. Je n'ai pas répondu. Il a demandé à quelle heure j'étais rentré à l'hôtel. Toujours rien. Et tandis que Rachel restait assise, tremblante sous l'une des serviettes de maman, j'ai réalisé que mes parents commençaient déjà à construire une version de la nuit où c'était moi qui avais conduit. À 1h30 du matin, il y avait une confession tapée à la machine sur la table de la salle à manger. C'est la partie sur laquelle je reviendrai sans cesse plus tard, non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de la rapidité avec laquelle elle avait pris existence. Maman l'a poussée vers moi avec un stylo noir posé sur la première page. Papa se tenait derrière sa chaise. Rachel s'était changée et portait un des vieux pulls de maman. Ses vêtements mouillés étaient quelque part à l'étage. Sa hande écorchée avait été bandée. Personne n'avait bandé ce qu'il me demandait de faire. Papa a tapoté la ligne de signature, prends la responsabilité pour ta sœur. J'ai regardé vers le bas. La déclaration disait que j'avais emprunté le SUV de Robert Porter après le dîner, conduit vers mon hôtel, été distraite un instant, percuté un cycliste et paniqué. C'était écrit en phrases calmes, complètes, trop complètes. J'ai relu le deuxième paragraphe. Un égarement momentané du jugement. La phrase a rappelé quelque chose à ma mémoire, sans que je puisse la placer. Papa a pris mon silence pour de l'hésitation. Rachel a des patients, a-t-il dit, 2 enfants. Tu fais des appels et de la paperasse judiciaire, tu connais les juges, tu sais comment fonctionne le système. J'ai levé les yeux, vous pensez que cela rend les choses plus faciles? Cela te donne des options. Quelles options? Tu sais comment les charges sont réduites, tu sais ce qui se négocie, tu connais du monde. Il a dit cela avec l'assurance d'un homme qui avait passé des décennies à croire que la proximité avec le savoir était la même chose que la compréhension. Un délit de fuite mortelle n'était pas quelque chose que je pouvais absorber. Une condamnation pénale détruirait tout ce que j'avais construit, ma licence, mon poste, ma réputation, ma liberté. Le fait que mon père ne connaisse même pas le titre exact de mon poste ne rendait pas sa demande moins monstrueuse, cela la rendait pire. Il était prêt à troquer une vie qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Tu ne sais même pas ce que je fais, ai-je dit. La bouche de papa s'est crispée, je sais que tu connais la loi, c'est bien là le point. Maman s'est penchée plus près, ton père ne dit pas que cela ne te fera pas de mal. Quel réconfort. Il dit que tu as de meilleures chances d'y survivre. Rachel m'a enfin regardé, s'il te plaît, signe. Sa voix était si petite que pendant une seconde dangereuse, elle ressemblait à la petite sœur que j'avais passé la moitié de mon enfance à sauver. Puis je n'ai pas bougé. Son visage a changé, tu fais toujours ça. Faire quoi? Agir comme si tu étais meilleur que nous. J'ai failli rire. Un homme était mort, mes parents m'avaient écrite sur le siège du conducteur, et Rachel avait encore besoin que le problème vienne de mon attitude. Maman a poussé le stylo d'1 centimètre de plus vers moi. J'ai pris mon téléphone à la place. Papa s'est raidi, que fais-tu? J'ai photographié la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Maman a tendu la main vers les papiers, j'ai posé ma paume dessus. Je m'assure de me souvenir exactement de ce que vous m'avez demandé de signer. Mara. J'ai fini de prendre les photos. La voix de papa a baissé d'un ton, tu rends cela plus grand que ça ne doit l'être. J'ai reposé la confession sur la table, cela a cessé d'être petit quand quelqu'un est mort. Rachel a sursauté. Maman a murmuré, ne dis pas ça comme ça. Comme quoi? Comme si elle avait eu l'intention de tuer quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'elle l'avait fait. Tu la traites comme une criminelle. Non, je refuse d'en devenir une. Le silence qui a suivi semblait différent. Il s'attendait à de la peur, peut-être à une négociation, probablement à de la culpabilité. Il ne s'attendait pas à un refus net. Papa a posé ses 2 paumes sur la table, si tu tournes le dos à cela et que Rachel perd sa licence, ses enfants perdent leur mère telle qu'ils la connaissent, ses patients perdent leur médecin, toute sa vie s'effondre parce que tu n'as pas voulu l'aider. Je l'ai regardé, qu'advient-il de ma vie? Il a hésité juste assez longtemps, puis il a dit, tu t'en remettras. Cela a fait plus de mal que s'il avait hurlé. Non pas parce que je le croyais, mais parce que lui oui. L'arithmétique était complète dans sa tête. La vie de Rachel contenait des patients, des enfants, un mari,
une clinique, une maison. La mienne contenait des choses qu'il n'avait jamais pris la peine de compter. Je me suis levé, non. Le visage de maman s'est durci, Mara, assieds-toi. Non. On ne prend pas une décision pareille au milieu de la nuit. Vous l'avez déjà faite. J'ai attrapé mon sac à main. Rachel a murmuré mon nom. Je me suis tourné vers elle. Pendant une seconde, j'ai voulu qu'elle dise la seule chose qui aurait tout changé, dites-leur d'arrêter, dites-leur que c'est elle qui conduisait, dites-leur que ma vie n'est pas à elle pour être dépensée. Au lieu de cela, elle a dit, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Ma hand s'est serrée autour de la lanière de mon sac, ce n'est pas moi qui te fais ça. Papa m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. La pluie claquait contre le toit du Porsche. Si tu franchis cette porte, a-t-il dit, tu te choisis toi-même au détriment de nous tous. J'ai ouvert la porte. La phrase aurait dû m'arrêter. Durant la majeure partie de ma vie, elle l'aurait fait. Au lieu de cela, quelque chose de lourd en moi s'est enfin mis en place. Oui, ai-je dit, ce soir, c'est ce que je fais. J'ai avancé sous la pluie. Au moment où j'ai atteint ma voiture de location, mes mains tremblaient. Je m'assis derrière le volant sans démarrer le moteur. Mes doigts étaient crispés autour de quelque chose d'assez coupant pour laisser une empreinte dans ma paume, le double des clés de la maison de mes parents. Papa me l'avait donné il y a près de 20 ans, tu es celle sur qui on peut compter en cas d'urgence. À l'époque, j'y avais entendu de l'amour, maintenant j'y entendais une fiche de poste. Quand maman s'était fait opérer de l'épaule 6 ans plus tôt, Rachel avait promis de rester pour la première semaine de convalescence. Elle a tenu 2 jours. J'ai changé un vol, annulé une conférence et dormi sur le canapé de mes parents pendant 8 nuits. Quand papa s'était empêtré dans un litige d'assurance après sa retraite, il m'avait appelé un samedi matin. J'avais passé le week-end à lire des documents pendant que Rachel publiait des photos de plage depuis Charleston. 3 ans plus tôt, quand j'avais appelé maman pour lui dire que j'avais été promu à la cour d'appel de l'État, elle avait dit, c'est merveilleux chéri, puis sans reprendre son souffle, puisque je te tiens, pourrais-tu jeter un coup d'œil à un contrat que la clinique de Rachel lui a envoyé? Ma promotion avait duré 11 secondes. Le problème de Rachel avait pris 40 minutes. Je m'étais dit que je m'en fichais. C'était l'un des mensonges que les filles compétentes se racontent à elles-mêmes, parce qu'admettre qu'elles veulent être vues semble plus humiliant que d'être ignorées. La pluie ruisselait sur le pare-brise. J'ai de nouveau regardé la clé. Fiable, forte, indépendante, chaque compliment était venu avec une mission rattachée. J'ai remis la clé sur le trousseau et j'ai démarré la voiture. J'étais à mi-chemin de l'hôtel quand mon téléphone s'est éclairé avec une alerte d'information locale, un cycliste percuté lors d'une collision nocturne près de Millbrook Road. Je me suis garé dans une station-service vide et j'ai ouvert l'article. Le nom de la victime avait été divulgué, Thomas Avery, 58 ans, conseiller d'orientation dans un lycée local, bénévole dans un programme de sécurité à vélo pour les jeunes. Il était mort à l'hôpital. Il y avait une photographie sous le titre « Un homme avec des cheveux gris aux tempes », debout à côté d'un groupe d'adolescents tenant des casques de vélo. Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Jusqu'alors, la nuit avait été remplie de Rachel, la carrière de Rachel, les enfants de Rachel, l'avenir de Rachel. Mes parents avaient transformé un homme mort en un obstacle sur le chemin de la fille qu'ils préféraient. Le visage de Thomas Avery a brisé ce sortilège. J'ai fermé l'article, puis j'ai appelé l'hôtel. Le gérant de nuit a répondu après 3 sonneries, ici Mara Ellison, chambre 614. Je dois vous demander de conserver plusieurs enregistrements associés à mon séjour. Il y a eu une pause, quel genre d'enregistrement, madame? Les journaux d'accès par clé de ma chambre, les relevés de transactions du service d'étage et toutes les images du hall ou de l'ascenseur couvrant la période entre 21h30 et minuit ce soir. Autre pause, y a-t-il un problème? Il se peut qu'il y ait une affaire juridique où ma localisation devienne pertinente. Je ne vous demande pas de me libérer quoi que ce soit ce soir, je demande que les enregistrements de routine ne soient pas effacés ou écrasés. Son ton a changé, je vais devoir en parler à la sécurité. C'est très bien. Puis-je demander ce qui s'est passé? Non. Ce fut la première réponse qui vint facilement de toute la nuit. Il a pris mes informations et a promis d'envoyer une confirmation écrite indiquant que la demande de conservation avait été enregistrée. Quand j'ai atteint l'hôtel, l'email m'attendait. Je l'ai sauvegardé dans 2 emplacements. Ce n'est qu'alors que je suis monté à l'étage.
La chambre semblait exactement telle que je l'avais laissée. Un plateau du service d'étage se trouvait devant ma porte, provenant du café et de la soupe que j'avais commandé plus tôt. Sa vue m'a presque fait rire. Mes parents avaient passé les 2 dernières heures à inventer un monde dans lequel j'avais été au volant du SUV de papa. Pendant ce temps, un bol de soupe à la tomate allait peut-être faire partie des preuves montrant que je n'avais jamais quitté le 6e étage. J'ai verrouillé la porte, puis j'ai passé l'appel que je redoutais. Dès que Lena Chan a répondu à la 5e sonnerie, « Mara, je suis désolé. Tu ne m'appelles pas à 2h40 du matin pour t'excuser, que s'est-il passé ?» Je m'assis sur le bord du lit, ma sœur fait peut-être l'objet d'une enquête pour une collision routière mortelle en Caroline du Nord. Silence. Puis, peut-être ? Elle m'a dit qu'elle avait percuté un cycliste, il est mort ce soir. D'accord. Mes parents m'ont demandé de signer une déclaration disant que c'était moi qui conduisais. Lena est restée silencieuse pendant plusieurs secondes, l'as-tu fait ? Non. As-tu donné à quiconque l'impression que tu pourrais le faire ? Non. Bien. J'ai fermé les yeux, je dois savoir ce que je dois divulguer. Sa voix est devenue précise, ni alarmée, ni réconfortante, professionnelle, exactement ce dont j'avais besoin. D'abord, tu n'utilises personne à la cour pour contacter les forces de l'ordre local. Je ne le ferai pas. Tu ne demandes pas au personnel de faire des recherches sur l'affaire. Je ne le ferai pas. Tu conserves tout contact impliquant ton nom, ton titre ou l'incident. J'ai déjà photographié la déclaration et demandé à l'hôtel de conserver mes enregistrements. Bien. Et tu informes le contact administratif approprié ici avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. Je sais. Lena a attendu, puis elle a demandé, « Que veux-tu faire ?» C'était une question si simple que je ne l'ai presque pas comprise. Personne chez mes parents ne m'avait demandé ce que je voulais. Ils avaient demandé à quoi je pouvais survivre, ce dont Rachel avait besoin, ce que la famille exigeait, pas ce que je voulais. J'ai regardé les photographies de la confession sur mon écran, dire la vérité avant qu'ils ne construisent une version autour de moi. Alors commence par là. Avant d'aller me coucher, j'ai envoyé la divulgation, minimale, factuelle. Un membre de la famille avait signalé son implication dans un incident routier mortel dans un autre État. Ma famille avait tenté d'associer mon nom à un faux récit. J'avais refusé. J'avais conservé les communications pertinentes. Je n'utiliserai pas mon bureau ou mes relations professionnelles pour influencer une quelconque enquête. Quand j'ai enfin éteint la lampe, l'aube éclaircissait déjà l'obscurité derrière les rideaux. J'ai dormi pendant 93 minutes. Au cours de la journée suivante, je n'ai répondu qu'aux appels auxquels je devais répondre. La police avait localisé le SUV de papa, les enquêteurs posaient des questions. Mes parents ont envoyé 8 messages, ceux de maman commençaient par « S'il te plaît, viens à la maison pour qu'on puisse parler comme une famille », ceux de papa se terminaient par « Tu es en train de commettre une erreur que tu ne pourras pas réparer ». Rachel n'a rien envoyé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai organisé ma propre chronologie, quand j'avais quitté la maison de mes parents plus tôt dans la soirée, quand j'étais entré dans mon hôtel, quand le service d'étage était arrivé, quand Rachel était apparue à la porte de mes parents. Quand la confession avait été placée devant moi, quand je l'avais photographiée, quand j'avais demandé la conservation des données, quand j'avais informé Washington. Je ne savais pas encore quels détails auraient de l'importance, ce n'était pas la question. Dans mon travail, la mémoire n'était pas une preuve simplement parce qu'elle semblait vive. Le temps devait être ancré, les sources devaient être séparées, ce que je savais, ce qu'on m'avait dit, ce que je pouvais prouver. 48 heures après que Rachel fut entrée par la porte de mes parents trempée par la pluie, je suis entré dans le poste de police. Le détective Jonah Reed m'a accueilli dans une petite salle d'interrogatoire. Il avait une fin de quarantaine, l'air fatigué, avec un bloc-notes légal posé carrément devant lui. Je lui ai donné ma pièce d'identité, les photographies de la confession, l'email de réservation de l'hôtel, une chronologie écrite de mes propres déplacements et contacts. Il a lu la première page, puis m'a regardé, « Vous êtes en train de me dire que vous siégez à la Cour suprême d'un État ? » Oui. Son expression ne s'est pas adoucie, « Si c'est vrai, alors vous comprenez mieux que la plupart des gens ce qu'une fausse déclaration dans une enquête pour homicide signifierait. » Exactement. J'ai croisé les mains sur la table, c'est pour cela que je suis ici avant que quelqu'un d'autre n'en fasse une en mon nom. Il m'a étudié une seconde de plus,
puis s'est tourné vers son ordinateur. Je l'ai regardé vérifier ce que ma propre famille n'avait jamais pris la peine d'apprendre, ma nomination, ma biographie officielle, ma photographie sur le site web de la Cour de Washington, mon nom, Mara Ellison, juge. Les sourcils de Reed se sont levés de manière presque imperceptible. Il s'est levé, votre honneur. Pas ici. Il s'est arrêté. Je ne suis pas dans votre juridiction, ai-je dit, je ne suis ici à aucun titre officiel. Ici, je suis Mara Ellison. Il a fait un court hochement de tête, ce titre ne change rien à mes questions de toute façon. Bien. Et Washington ne vous donne aucune autorité ici. Je ne lui en demande pas. Pour la première fois ce matin-là, quelque chose de proche de l'approbation a traversé son visage, puis cela a disparu, vos enregistrements d'hôtel devront être obtenus et vérifiés de manière indépendante. Bien sûr. Et ce que votre famille vous a donné ne prouve pas qui conduisait. Je le sais. Cela prouve qu'ils vous ont donné une déclaration, oui, rien de plus pour l'instant. Alors suivez ce que cela prouve. L'entretien a duré près de 2 heures. Quand je suis sorti, la lumière du soleil m'a frappé si fort que j'ai dû m'arrêter sous l'auvent. Mon téléphone a vibré, 17 appels manqués. Pas de papa, pas de maman. Des tantes, des cousins, 2 personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai failli tous les ignorer, puis tante Suzanne a rappelé. J'ai répondu, Mara, Dieu merci. Salut tante Suzanne. Que fais-tu? J'ai fermé les yeux, que veux-tu dire? Ton père nous a tout raconté. Mount s'est serré autour du téléphone, quand? Hier soir. Quand exactement? À quelle heure papa t'a-t-il appelé? Elle a hésité, je ne sais pas, vers 23h30, peut-être un peu avant. J'ai ouvert ma chronologie. Rachel était entrée par la porte d'entrée de mes parents après minuit. La confession avait été placée devant moi bien après 1 heure. Mon père avait appelé Suzanne avant l'une ou l'autre de ces choses. Que t'a-t-il dit? Suzanne a baissé la voix, il a dit qu'il y avait eu un accident et que c'était toi qui conduisais. Il a dit que Rachel essayait de maintenir la famille unie et que tu paniquais. Le trafic passait devant la station dans un flux régulier de sons. J'entendais chaque mot, mais tout ce que je pouvais voir, c'était la table de la salle à manger, le stylo noir, le doigt de papa tapotant la ligne de signature, prends la responsabilité pour ta sœur. J'avais cru que c'était le début. Ce ne l'était pas. Papa ne m'avait pas demandé de devenir la conductrice, il m'avait déjà présenté comme telle. Tante Suzanne parlait toujours quand j'ai baissé le téléphone et fixé l'heure que j'avais écrite à côté de son nom, 23h23. Rachel n'était pas entrée par la porte d'entrée de mes parents avant minuit passé. Pendant quelques secondes, le trafic extérieur est devenu un bruit de fond. Un camion de livraison a sifflé au bord du trottoir, quelqu'un a ri de l'autre côté de la rue. Ma tante continuait de répéter mon nom à travers le haut-parleur, mais je regardais une ligne sur un bloc-notes jaune qui venait de changer la forme de la nuit. Qui d'autre papa a-t-il appelé? Ai-je demandé. Suzanne s'est arrêtée, Mara, je ne veux pas me mêler de ça. Tu es déjà dedans. Je ne demande pas ce que tu penses qu'il s'est passé, je demande qui papa a appelé. Un soupir a traversé le téléphone, Beth m'a appelé après qu'il l'a fait. Ton oncle Jim le savait aussi. Comment Beth l'a-t-elle appris? J'ai supposé ta mère. J'ai entouré le mot au supposé plutôt que de l'écrire comme un fait. Qu'est-ce que papa t'a dit exactement? Autre pause, qu'il y avait eu un accident, que tu avais pris son SUV, que Rachel essayait de garder tout le monde calme. Et a-t-il dit qu'il m'avait parlé? Non. A-t-il dit que j'avais reconnu avoir conduit? La respiration de Suzanne a changé, non. Cela comptait. Merci. Mara, attends. Mon pouce survolait l'écran. Ta mère a dit que Rachel pouvait tout perdre. La phrase était devenue si familière qu'elle semblait presque répéter. Maman te l'a dit directement? Oui. Quand? Ce matin. J'ai ajouté l'heure que Suzanne m'a donnée. Puis est venue la partie dont je savais déjà qu'elle ferait mal, elle a dit que Rachel avait plus à perdre. Le stylo s'est arrêté dans ma main. Ces mots exacts? À peu près. Merci tante Suzanne. Mara, c'est ta sœur. Je sais qui elle est. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Je le sais aussi. J'ai mis fin à l'appel. 3 autres messages vocaux me répondaient. Cousine Bette en avait laissé un à 7h14, oncle Jim à 7h29, une femme de l'église de ma mère dont je n'avais pas enregistré le numéro avait appelé 2 fois. J'ai écouté sans répondre. Rachel a des enfants, Rachel a des patients, Rachel pourrait perdre sa licence, Rachel a plus à perdre, différentes voix, même argument. Au moment où j'ai atteint ma voiture de location, j'avais cessé d'entendre de l'inquiétude et commencé d'entendre une structure. Quelqu'un leur avait donné une histoire, pas nécessairement mot pour mot. Mes parents ne géraient pas un bureau de campagne, ils n'en avaient pas besoin. Tout ce qu'ils avaient à faire était de répéter la même équation morale assez souvent pour que tous les autres la véhiculent. La vie de Rachel avait des dépendances plus visibles, donc la vie de Rachel importait plus, donc mon refus n'était pas de l'autoprotection, c'était de l'égoïsme. Je m'assis derrière le volant et j'ai ouvert un document vierge sur mon téléphone, nom, heure, qui a contacté qui, formulation exacte quand je m'en souvenais, ce qui était une connaissance directe, ce qui était de seconde main, ce qui restait une supposition. L'habitude venait d'années de lecture de dossiers où 3 témoins pouvaient décrire les mêmes 5 minutes et les transformer accidentellement en 3 événements différents. La mémoire était persuasive parce qu'elle semblait complète, elle l'était rarement. À midi, 17 appels manqués étaient devenus une chronologie, et la chronologie commençait à raconter une histoire que mes parents n'avaient jamais eu l'intention de me laisser voir. Papa avait appelé Suzanne avant que Rachel n'atteigne la maison. Maman avait contacté au moins 2 proches avant qu'on ne me demande de signer quoi que ce soit. Au lever du soleil, la moitié des gens qui m'appelaient croyaient déjà que c'était moi qui conduisais. J'ai tapé un message dans le groupe de discussion familiale étendu, je ne conduisais pas. On m'a demandé de dire que je conduisais. Je ne discuterai pas d'une enquête en cours par des messages de groupe ou des commérages familiaux. Mon pouce survolait l'option d'envoi. Un vieil instinct m'a poussé à l'adoucir, s'il vous plaît, comprenez, je sais que tout le monde a peur, j'aime Rachel, je suis désolé que cela arrive. Chaque phrase supplémentaire deviendrait quelque chose avec lequel quelqu'un pourrait argumenter. J'ai donc tout effacé pour ne rien ajouter, envoyer. Puis j'ai mis le groupe en sourdine. Mon téléphone est devenu suffisamment silencieux pour que je puisse entendre ma propre respiration. Cela aurait dû ressembler à de la délivrance. Au lieu de cela, la culpabilité est arrivée presque immédiatement. Comme toujours. Pendant des années, le silence de mes proches signifiait que je n'avais pas réussi à réparer quelque chose assez vite. Le calme semblait maintenant moins être de la paix qu'une pièce où j'avais oublié qu'une alarme se déclenchait. Je suis quand même retourné à l'hôtel. Rachel attendait dans le hall. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Quelqu'un avait nettoyé correctement l'écorchure sur sa main. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Elle portait un jean et un pull crème, et si je l'avais croisée sans savoir ce qui s'était passé, j'aurais pu penser qu'elle était simplement fatiguée. Les cercles sombres sous ses yeux disaient la vérité, pas ses vêtements. Nous devons parler. As-tu un avocat? Son expression s'est durcie, non. Pourquoi pas? Papa a dit pas encore. J'ai arrêté de marcher, quel est le rapport entre papa et le fait que tu obtiennes des conseils juridiques? Il pense que dès que les avocats s'en mêlent, tout est documenté. C'est généralement l'un des avantages. Mara. Quoi? Elle a jeté un coup d'œil vers la réception, ne pouvons-nous pas faire ça ici? Je l'ai conduite vers un coin du hall où 2 fauteuils vides faisaient face à une autre fenêtre. Rachel s'est assise la première, maman pense que tu peux encore aider. Non. Tu ne sais même pas ce que j'allais demander. C'est pour cela que la réponse est non. Ses lèvres se sont serrées un instant. Aucune de nous n'a parlé. Puis elle a dit, je n'ai jamais demandé à papa d'appeler tout le monde. Lui as-tu dit d'arrêter? Son regard s'est posé sur sa hanche bandée, ce n'est pas la même chose. Non, ce ne l'est pas. Tu penses que je voulais tout cela? Je pense que tu es rentré chez toi après avoir percuté un homme et qu'avant le lever du soleil, mon nom circulait comme étant celui du conducteur. J'étais hors de moi, papa aussi. Il essayait de me protéger. La réponse est venue si naturellement que j'ai failli manquer ce qui importait, pas réparer la vérité, pas l'aider à faire face à ce qu'elle avait fait, la protéger de quoi? Rachel m'a fixé, tu sais bien de quoi. Non, dis-le. Sa mâchoire s'est crispée, ma licence, mon travail, mes enfants qui voient mon nom partout, la prison peut-être, tout. Et qu'advient-il si je signe?
Tu connais le système. C'était encore là. Je me suis adossé, qu'est-ce que tu penses exactement que je fais dans la vie? Tu gères les appels. Je le faisais. Rachel a cligné des yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne le sais pas non plus. Une étincelle d'irritation a traversé son visage, tu es parti, tu ne nous dis presque rien. Ce n'est pas la défense que tu penses que c'est. Elle a regardé vers la fenêtre, tu as toujours fait comprendre que tu n'avais pas besoin de nous. La phrase s'est posée dans un endroit ancien. Pendant des années, je m'étais demandé si ma distance était quelque chose que j'avais choisi ou quelque chose auquel je m'étais adapté. Il n'y avait pas de temps pour répondre à cela maintenant. Tu as dit que maman et papa t'avaient dit de ne pas appeler d'avocat. Papa a dit que tu saurais quoi faire avant qu'on ne transforme ça en quelque chose d'officiel. Un homme est mort. C'est devenu officiel avant que tu n'atteignes la porte d'entrée. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas avancé vers elle. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que réconforter Rachel avait toujours été le moment où la conversation passait de ce qu'elle avait fait à quel point elle se sentait mal d'avoir fait ce qu'elle avait fait. Je ne suis pas ton avocat, ai-je dit, je ne suis pas ta stratégie juridique. Prends un conseil indépendant. Son visage s'est durci, tu préfères que je parle à un inconnu plutôt qu'à ma propre sœur? Oui, à ce sujet, absolument. Tu m'as couverte auparavant. Le hall a semblé se rétrécir, quoi? Rachel a frotté son pouce le long du bord du bandage, il y a 11 ans. Quelque chose d'ancien s'est agité dans ma mémoire, maman m'appelant tard un soir, Rachel ayant un problème professionnel, d'accréditation avait-elle dit, un incident après une semaine terrible, Rachel sous stress, une lettre, ma lettre. Je pouvais presque voir le curseur clignoter sur l'écran de mon ordinateur portable. De quoi parles-tu? Rachel m'a regardé comme si je jouais la comédie, la chose avec la voiture. Ma colonne vertébrale s'est redressée, quelle chose avec la voiture? Elle s'est figée. C'était la réponse avant qu'elle n'en donne une. Tu ne le savais vraiment pas? Savoir quoi? Elle a détourné le regard, maman a dit qu'elle te l'avait dit. Rachel, ce n'était pas comme ça. Dis-moi ce que c'était. Un accrochage mineur avec un autre véhicule. Oui. Quelqu'un a été blessé? Non. Comment cela impliquait-il ton accréditation? Elle a dégluti, j'avais regardé mon téléphone, il y a eu des questions ensuite sur la façon dont je l'avais signalé et si j'avais été honnête sur ce qui s'était passé. Les mots venaient lentement maintenant, prudemment, non pas parce que je savais qu'elle mentait, mais parce qu'elle semblait enfin comprendre que chaque phrase avait du poids. Que t'a dit maman? Elle m'a dit que j'avais eu une semaine difficile, que j'avais fait une erreur et que j'avais besoin d'une recommandation de moralité. C'était presque exactement ce qu'elle m'avait dit. Presque. La partie manquante était l'événement entier. Je me suis souvenu de la phrase alors, un égarement momentané du jugement, incompatible avec son caractère. Ma sentence, mes mots, la phrase de la confession sur la table de la salle à manger de mes parents. Mon estomac s'est serré, qui avait cette lettre? Rachel a froncé les sourcils, maman, je suppose, peut-être papa. Savais-tu qu'elle ne m'avait jamais dit ce qui s'était passé? Je pensais qu'elle l'avait fait, a dit Rachel. Tu viens de me demander si je ne le savais vraiment pas. Rachel n'a rien dit. Le savais-tu? Ses épaules se sont affaissées, je savais que tu ne savais pas tout. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. La musique du hall a changé de chanson quelque part derrière nous, une machine à café a sifflé. 11 ans plus tôt, j'avais pensé que j'aidais ma petite sœur à surmonter un embarras professionnel. Rachel avait su qu'il me manquait une partie de la vérité, ma mère l'avait su, et quoi qu'il se fût passé ensuite, cela leur avait apparemment enseigné à tous la même leçon, la crédibilité de Mara était utile, Mara n'avait pas besoin de toute l'histoire. Tu as dit que je t'avais couverte, ai-je dit. Tu l'as fait. Non, je me suis porté garante pour toi sur la base de ce qu'on m'avait dit. Est-ce que cette différence importe vraiment maintenant? Oui. Elle a secoué la tête, tu dois toujours tout transformer en formulations exactes. Les formulations exactes sont la raison pour laquelle il y a une confession avec mon nom dessus. Rachel s'est levée, alors c'est tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas juste les laisser me détruire? La vieille question, crise différente, même mission. J'ai levé les yeux vers elle, prends un avocat qui travaille pour toi, pas pour papa, pas pour maman,
pas pour moi. Puis j'ai ajouté, et ne signe rien de ce qu'ils écrivent. Son visage a changé. Pendant un battement de cœur, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à de la peur de nos parents plutôt qu'à de la peur de moi. Puis cela a disparu. Elle s'est retournée et est sortie. J'ai attendu que les portes en verre se referment derrière elle avant d'ouvrir mon ordinateur portable. L'email a pris moins de 15 minutes à être retrouvé. Il y a 11 ans, objet, Rachel a besoin de ton aide. Le message de maman était toujours là, elle a eu quelques semaines difficiles et a pris une mauvaise décision qui est montée en épingle. Il demande des références à des personnes qui connaissent son caractère, tu sais à quel point elle travaille dur. S'il te plaît ne rends pas ça plus grand que ça ne l'est. Attaché en dessous se trouvait ma réponse. La lettre faisait 3 paragraphes, professionnel, mesuré, et là, au milieu, un égarement momentané du jugement incompatible avec les normes qu'elle a démontrées tout au long de sa carrière. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ouvert les photographies de la confession. Le langage avait été ajusté, mais le squelette était le mien, un égarement momentané du jugement incompatible avec ma conduite autrement responsable. Ma mère n'avait pas inventé une nouvelle voie, elle en avait emprunté une qu'elle savait déjà être digne de confiance, la mienne. Cette réalisation a fait mal d'une manière que les insultes n'avaient pas faite. Papa avait voulu mon nom, maman voulait mon langage, Rachel voulait que les conséquences soient réorientées. Tout le monde m'avait trouvé une utilisation différente. Mon téléphone s'est éclairé, Rachel. Pendant une seconde, j'ai envisagé de le laisser sonner, puis j'ai répondu, quoi? Sa voix était basse, tu as demandé ce qui s'est passé après que je suis rentré à la maison. Ma hand s'est déplacée vers le bloc-notes légal, oui. Papa a vu le SUV. Qu'en est-il? L'avant était endommagé. J'ai arrêté d'écrire, qu'a-t-il fait? Maman. Qu'a-t-il fait? Il l'a déplacé. Où? Dans le garage indépendant. Quand? Peu après mon arrivée. J'ai écrit cela. Autre chose? Silence. Rachel, il a essayé de le nettoyer. Le stylo s'est arrêté. Toute la pièce a semblé se préciser autour de moi, comment? Je ne sais pas. Cette réponse importait. Je ne lui ai pas demandé de deviner. Que as-tu vu personnellement? Je l'ai vu avec de l'eau et des serviettes, il m'a dit de rentrer à l'intérieur. L'as-tu vu faire quelque chose après cela? Non. L'as-tu vu retirer quelque chose du véhicule? Non. T'a-t-il dit pourquoi il le nettoyait? Non. Bien. Des faits, pas des conclusions. La respiration de Rachel est devenue instable, tu es en train d'écrire ça? Oui. Ne le fais pas. J'ai fermé les yeux. C'était le vieil réflexe en chacune de nous, elle me disait quelque chose de dangereux, j'étais censé le garder. Tu dois comprendre quelque chose, ai-je dit. Quoi? Je vais dire au détective Reed exactement ce que tu viens de me dire. Sa voix a monté, Mara, c'est papa. Je sais qu'il paniquait. Je ne suis pas en train de décider pourquoi il l'a fait. Tu pourrais le ruiner. Non, je peux rapporter ce que tu m'as dit, les enquêteurs décident de ce que cela signifie. S'il te plaît. Le mot a presque fonctionné. Papa, notre père, l'homme qui m'avait appris à conduire, l'homme dont le double de clé pendait toujours à mon trousseau, l'homme qui avait apparemment commencé à dire aux gens que c'était moi qui étais au volant avant même que Rachel ne franchisse la porte. Ma poitrine s'est serrée. Pendant une seconde affreuse, j'ai voulu mettre l'information dans ma chronologie et attendre, vérifier d'abord, comprendre davantage, lui donner une chance de s'expliquer. C'était exactement ainsi que le foyer des porteurs survivait à ses pires décisions, nous appelions le retard de la compassion, nous appelions le silence de la loyauté. Puis quelqu'un d'autre a payé. Un homme est mort, ai-je dit, je ne garde pas ça à l'intérieur de la maison. Le souffle de Rachel s'est coupé, tu les choisis eux plutôt que nous. Non, je choisis de ne pas cacher quelque chose parce que la personne qui l'a fait est mon père. J'ai mis fin à l'appel, puis j'ai écrit une note propre. Rachel Porter a déclaré que Robert Porter a déplacé le SUV dans le garage indépendant après son retour à la maison et qu'elle l'a personnellement observé avec de l'eau et des serviettes près de l'avant du véhicule. Elle a déclaré n'avoir pas observé personnellement ce qui a été retiré du véhicule, le cas échéant, et ne pas connaître son objectif au-delà de ce qu'elle a vu. Heure, date, source non vérifiée par moi.
Puis j'ai appelé Reed par le numéro qu'il m'avait donné. Il a répondu après le deuxième transfert, ici Reed. C'est Mara Ellison. Une légère pause, que s'est-il passé? Ma sœur vient de me donner des informations sur le SUV, je dois vous les transmettre. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a posé seulement quelques questions de clarification. Qu'avait vu Rachel personnellement? Quand m'avait-elle appelé? Lui avais-je demandé d'enquêter sur quoi que ce soit? Non. Bien, a-t-il dit. N'y retournez pas. Je ne comptais pas le faire. Ne retournez pas sur la propriété, ne posez pas de questions sur le garage, ne demandez pas aux proches de confirmer. Si quelqu'un vous contacte volontairement, conservez la communication et dites-le nous si c'est pertinent. Compris. Nous allons gérer le véhicule. La phrase a desserré quelque chose dans mes épaules, non pas parce qu'il m'avait retiré la responsabilité, mais parce que j'avais enfin refusé une responsabilité qui n'avait jamais été la mienne. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté les deux mains à plat sur le bureau. Je venais de donner aux enquêteurs des informations qui pouvaient aggraver les ennuis autour de mon père. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, aucun sentiment de vengeance, seulement du chagrin, et sous le chagrin, quelque chose de plus ferme. Pour la première fois de ma vie, la vérité avait quitté la maison des porteurs avant que papa ne puisse décider de ce que tout le monde était autorisé à l'appeler. Maman a appelé 20 minutes plus tard. J'ai failli l'envoyer vers la boîte vocale, puis je me suis souvenu de ma décision de tout passer par communication écrite. J'ai répondu seulement parce que je voulais lui dire qu'une fois. Mara, a dit maman, Rachel dit que tu as parlé du véhicule au détective. Oui. Comment as-tu pu faire ça à ton père? La question était si prévisible qu'elle m'a presque calmé. Comment papa a-t-il pu faire tout ce que Rachel l'a vu faire? Il essayait d'aider sa fille. Moi aussi. Tu es en train de la détruire. Non. Tu fais toujours ça, tu prends un détail et tu le rends terrible. Quel détail ai-je manqué? Elle s'est tue. J'ai attendu. Mara, a demandé maman, pourquoi agis-tu comme si aucun de nous n'avait d'importance pour toi? Mes yeux se sont déplacés vers le vieil email sur l'ordinateur portable, c'est toi qui as écrit la confession, n'est-ce pas? Une pause, une personne l'a écrite. Ce n'était pas ma question. Nous essayons tous de donner un sens à ce qui s'est passé. L'as-tu écrite? Sa respiration a changé, puis elle a dit, c'était basé sur quelque chose de vrai. J'ai regardé la vieille lettre, quelque chose que j'ai écrit. Silence. Tu as gardé cette lettre, Mara? Celle d'il y a 11 ans. C'était une bonne lettre. Tu m'as dit que Rachel avait eu un malentendu d'accréditation, qu'elle était sous une pression énorme. Tu ne m'as pas dit qu'elle avait regardé son téléphone quand elle a percuté ce véhicule. Cet incident avait été géré par... Mara, arrête de m'interroger. Il y a eu un froissement de son côté, du papier qui bougeait, puis elle a dit presque impatiemment, j'ai même changé incompatible avec mon caractère parce que cela ressemblait trop à une lettre de recommandation. Chaque muscle de mon corps s'est figé. Elle avait corrigé une phrase que je n'avais pas mentionnée, pas l'idée, la formulation. Tu l'as changée. Ce n'est rien, Mara, tu déformes ce que j'ai dit. Non, j'écoute très attentivement. Mara, c'est exactement pour cela que plus personne ne peut te parler. J'ai écrit la phrase, puis j'ai regardé la clé sur la table à côté de mon ordinateur portable. La voix de maman s'est adoucie, tu as toujours une clé de notre maison. Je n'ai rien dit. Tu en as une depuis 20 ans, ne reste pas assise là à agir comme si tu ne faisais pas partie de tout ça. Pour la première fois, j'ai entendu la transaction à l'intérieur de la sentence, l'accès en échange du service, l'appartenance en échange de l'obéissance. Tu as raison, ai-je dit. Elle a expiré, pensant peut-être que je m'étais enfin adouci. Puis j'ai continué, j'ai bien votre clé, cela ne me rend pas responsable de réparer ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Mara. À partir de maintenant, envoie-moi des textos. Je ne discute pas de l'affaire par téléphone. Tu ne peux pas mettre ta propre mère sous une sorte de règle de communication légale. Je viens de le faire. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains ont tremblé ensuite. Les limites étaient étranges de cette façon, la phrase elle-même pouvait prendre 3 secondes, le corps avait parfois besoin d'1 heure pour y croire. En fin d'après-midi, Eric a appelé.
Le mari de Rachel et moi n'avions jamais été suffisamment proches pour nous disputer. Il était courtois pendant les fêtes, prudent dans les messages de groupe, généralement la personne qui portait les manteaux pendant que tous les autres se disputaient. Son nom sur mon écran m'a fait hésiter, puis j'ai répondu « Eric ». Mara. Il semblait épuisé. Les enfants savent que quelque chose ne va pas. Je suis désolé. Ils voient la maison de leur grand-père aux informations locales. Thomas Avery travaillait dans une école à l'autre bout de la ville, les gens le connaissent. J'ai fermé mon ordinateur portable, que me demandes-tu de faire? D'arrêter d'alimenter ça. Les mots étaient suffisamment bruts pour que je les apprécie, je n'alimente rien. Chaque fois que tu parles à la police, il se passe autre chose. Il s'est passé autre chose avant que je ne parle à la police. Tu sais ce que je veux dire. Non, Eric, j'ai besoin que tu dises ce que tu veux dire. Il a expiré, je veux que tu arrêtes de creuser. Je ne creuse pas. Les gens m'appellent parce que papa leur a dit que j'avais tué quelqu'un. Alors corrige cela et arrête. Je l'ai corrigé auprès de la police. Oui, et cela rend tout officiel. Un homme mort a rendu cela officiel. Il est resté silencieux, puis il a dit, tes parents pensaient que tu pourrais aider sans que cela ne devienne une énorme affaire. En confessant une collision mortelle? Je n'ai pas dit que c'était intelligent. Savais-tu pour la confession? Oui, pas avant plus tard. C'était tout ce qu'il me donnait, et je n'avais aucune base pour pousser plus loin. Rachel a besoin d'un conseil indépendant, ai-je dit. Elle a appelé quelqu'un cet après-midi. Le soulagement est venu si vite que j'en ai presque éprouvé du ressentiment, bien. Ta mère n'en est pas heureuse. Cela fait 2 d'entre nous qui survivront au fait de la décevoir. Mara. Quoi? Papa gère les appels, Hélène essaie d'empêcher tout le monde de parler au reporter, l'avocat de Rachel lui a dit d'arrêter de discuter de la collision avec les proches. Alors elle devrait l'écouter. Tu devrais aussi. Je ne discute pas de la collision de Rachel, je protège mon propre nom. Cette distinction a peut-être de l'importance pour toi. Elle a de l'importance pour moi parce qu'elle est vraie. Il est redevenu silencieux. Quand il a parlé, sa voix avait perdu un peu de son tranchant, je ne veux pas que mes enfants soient détruits par ça. Moi non plus. Alors aide à garder cela contenu. J'ai regardé la chronologie sur mon bureau, papa appelant Suzanne, maman contactant Beth, la confession, la vieille lettre, le récit de Rachel sur le SUV, mon rapport aride. Contenu. Ce mot avait fait beaucoup de travail dans mon enfance, garder la dispute contenue, garder l'erreur de Rachel contenue, garder le caractère de papa contenu, garder l'embarras de maman contenu. Le confinement avait toujours signifié la même chose, mettre le bazar quelque part où aucun étranger ne pouvait le voir, généralement à l'intérieur de moi. J'ai fini de contenir des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, ai-je dit. Eric n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a finalement fait, c'était seulement « je dois y aller ». L'appel a pris fin. Le soir s'est installé sur les fenêtres de l'hôtel. J'ai commandé à dîner et j'ai rouvert la chronologie. Cette fois, j'ai ajouté les informations sur le véhicule, clairement marquées comme quelque chose que Rachel m'avait dit et quelque chose que j'avais rapporté immédiatement. Puis j'ai placé les appels dans l'ordre, le premier appel de papa à Suzanne, le premier contact de maman avec Beth, Rachel arrivant à la maison, papa déplaçant le SUV selon Rachel, la confession, mon refus, ma demande de réservation d'hôtel, ma divulgation, l'entretien avec la police. Le schéma n'était plus subtil, mes parents n'avaient pas attendu de découvrir ce que la vérité coûterait à Rachel, ils avaient commencé à distribuer le coup avant même de m'appeler. Une personne tiendrait le récit, une autre absorberait le risque juridique, une autre garderait les proches calmes. Rachel resterait la vie qui valait la peine d'être préservée, et je ferais ce que j'avais toujours fait, porter tout ce que personne d'autre ne voulait porter. La différence était que cette fois, j'avais des dates, des heures, des sources, et pour la première fois, la chose la plus dangereuse dans la maison de mes parents n'était pas la vérité qu'ils cachaient. C'était la chronologie prouvant qu'ils avaient commencé à la cacher avant même que je sache qu'il y avait quelque chose à cacher. Au matin, la chronologie couvrait 4 pages. Je m'étais endormi avec le bloc-notes légal encore ouvert à côté de moi et je m'étais réveillé avec une lumière pâle s'infiltrant autour des rideaux de l'hôtel. Pendant quelques secondes désorienté, je n'entendais que le climatiseur et un chariot de ménage claquant quelque part dans le couloir. Puis mon téléphone a vibré, Rachel.
Pas un appel cette fois, un texto, mon avocat dit que je ne devrais plus discuter de la collision avec toi. Je l'ai lu 2 fois. Il n'y avait aucune accusation rattachée, aucun plaidoyer, aucune demande de garder quelque chose sous silence. Pour une fois, c'était exactement ce que je voulais, c'est approprié, ai-je tapé en retour. Mon pouce est resté sur l'écran avant d'ajouter une phrase de plus, s'il te plaît, suis les conseils de ton avocat. Envoyé. Puis j'ai fermé la conversation. La retenue semblait étrange. Durant la majeure partie de ma vie, quand Rachel s'arrêtait de parler, je chassais l'explication manquante, je comblais le vide, j'appelais à nouveau, j'essayais de comprendre ce dont elle avait besoin avant qu'elle n'ait à le demander. Cette fois, son silence créait une limite que je n'avais aucune intention de franchir, plus de questions sur le SUV, plus de questions sur ce qui s'était passé sur Millbrook Road, plus de demandes de clarification sur des choses que les enquêteurs pouvaient demander par les voies appropriées. Ce qu'elle m'avait déjà dit restait documenté. Ce qu'elle m'avait dit sur papa et le véhicule avait déjà été transmis au détective Reed. Tout ce qui allait au-delà appartenait à un autre endroit. La décision aurait dû rétrécir l'histoire, au lieu de cela, elle a élargi quelque chose en moi. J'ai rouvert l'email d'il y a 11 ans, maman me demandant d'aider Rachel, ma vieille référence de moralité, la confession d'il y a 2 nuits, 3 pièces, tout à moi de voir, tout obtenu sans que personne ne s'introduise dans un compte ou ne me tende un dossier secret. Et prises ensemble, elles en disaient long, Rachel avait appelé ce que j'avais fait il y a 11 ans la couvrir, le message de maman de cette époque prouvait qu'elle avait caché le contexte réel. La nouvelle confession recyclait le langage de la lettre que j'avais écrite sous cette version incomplète des événements. Pendant des années, j'avais pensé que j'aidais parce que j'avais choisi d'aider, maintenant je pouvais voir à quel point le choix avait souvent été façonné avant de m'atteindre, donner à Mara assez de vérité pour activer sa loyauté, pas assez de vérité pour la faire refuser. La pensée m'a accompagné tout au long du trajet vers l'aéroport. Je n'ai pas pris l'avion pour rentrer chez mes parents, j'ai pris l'avion pour rentrer chez moi à Seattle. Cette distinction importait. Habituellement, quitter la Caroline du Nord après l'une de leurs urgences venait avec des tâches non terminées, une ordonnance à aller chercher plus tard, une facture que quelqu'un voulait faire examiner. Une note de calendrier me rappelant d'appeler papa mardi parce que la chose que j'avais soi-disant réparée nécessiterait d'une manière ou d'une autre une conversation de plus. Cette fois, j'ai embarqué sans rien en attendre pour eux, Rachel avait un conseil, Reed avait les informations sur le SUV, ma divulgation administrative avait été déposée, mes enregistrements d'hôtel avaient été conservés. Il n'y avait aucune raison légitime pour moi de rester. La culpabilité est venue quand même. Elle s'est assise à côté de moi pendant tout le vol. À un moment donné, quelque part au-dessus du milieu du pays, je me suis réveillé d'un sommeil léger, convaincu que j'avais oublié quelque chose de critique. Mon cœur battait la chamade avant que mon esprit ne rattrape son retard, puis j'ai regardé mes mains, vides. Pas de dossier, pas de stylo, pas de tâches supplémentaires attendant d'être résolues. La seule chose que j'avais oubliée était à quel point il me semblait peu familier de ne pas être responsable de tout le monde. Seattle m'a accueilli avec un ciel gris et un sol humide. À la maison, j'ai fait rouler ma valise dans la chambre et je l'ai laissée à côté de la commode. Ma habitude normale après la Caroline du Nord était de ne déballer que ce dont j'avais besoin, le reste restait à l'intérieur, un chemisier, un chargeur, une deuxième paire de chaussures, prêt parce que quelqu'un pourrait appeler, maman pourrait avoir besoin d'aide. Papa pourrait avoir de la paperasse, Rachel pourrait avoir des ennuis. Cette valise à moitié emballée était devenue une partie si normale de ma chambre que j'avais cessé de la voir. Je la voyais maintenant. La fermeture éclair a semblé trop forte quand je l'ai ouverte complètement, chaque chemise est sortie, chaque paire de chaussettes, la trousse de toilette, le câble de téléphone supplémentaire. J'ai mis la valise dans le placard et j'ai fermé la porte, un petit acte, presque ridicule. Ma hand s'est encore arrêtée sur la poignée du placard, puis j'ai lâché prise. Le lendemain matin, je suis allé au tribunal avant le lever du soleil. La sécurité me connaissait, le couloir sentait légèrement le produit à polir et le vieux papier. Mes cabinets semblaient exactement tels qu'ils étaient avant que je ne m'envole vers l'est, ce qui semblait presque insultant. Mon bureau était toujours organisé, la pile de dossiers était là où je l'avais laissée, une note adhésive jaune de mon greffier me rappelait une conférence d'opinion qui semblait maintenant appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Avant que je puisse m'asseoir, un email est arrivé du bureau administratif demandant une discussion confidentielle. Je savais déjà de quoi il s'agirait, la divulgation que j'avais déposée avait fait ce qu'elle était censée faire,
elle avait atteint les personnes qui devaient savoir avant que les reporters ne le fassent. Cela ne voulait pas dire qu'elle me protégeait des conséquences. En fin de matinée, j'étais assise dans une salle de conférence avec la direction administrative du tribunal et une connexion vidéo sécurisée avec le juge en chef. Personne ne m'a accusé de faute professionnelle, cela a presque rendu la conversation plus difficile. L'inquiétude était institutionnelle, mon nom avait été lié à une enquête pour collision mortelle dans un autre État, mes proches avaient apparemment dit aux gens que c'était moi qui conduisais, l'agence d'enquête n'avait pas encore terminé la vérification de mes enregistrements d'hôtel. Même une fausse accusation pouvait devenir un problème si des litigants comparaissaient devant moi pendant que les titres des journaux se demandaient si j'étais impliqué dans une enquête pénale. Le juge en chef a demandé, « Que pensez-vous qu'il soit approprié de faire ?» Personne ne m'a dit de me retirer, cela comptait, le choix restait le mien. Mes affaires ne devraient pas avoir apporté cela, ai-je dit. Une pause a suivi, puis j'ai continué, jusqu'à ce que les faits de base sur ma localisation soient vérifiés de manière indépendante et que l'examen administratif de mes divulgations soit terminé. Je ne pense pas que je devrais siéger pour les plaidoiries orales ni participer aux fonctions judiciaires publiques. Le dire à voix haute a fait plus de mal que ce à quoi je m'attendais. Le siège avait pris près de 30 ans à être atteint, pas ce siège particulier, le chemin pour y parvenir, la faculté de droit, les stages, la pratique en appel, des années où personne ne se souciait de savoir si je dormais. Des années où maman ne pouvait pas se souvenir du nom de mon tribunal mais se souvenait de chaque prix que la clinique de Rachel lui donnait. J'avais passé ma carrière à croire que la compétence était la seule chose que personne ne pouvait me retirer, maintenant je me portais volontaire pour m'éloigner du travail que j'aimais parce que mon père avait prononcé mon nom dans le crime de quelqu'un d'autre. La voix du juge en chef est restée égale, ce serait temporaire, je comprends, statut de non-siège uniquement, travail administratif uniquement là où c'est approprié, aucune implication de faute. Je comprends, nous garderons la déclaration publique minimale. S'il vous plaît, faites-le. La réunion s'est terminée 20 minutes plus tard. Je suis retourné dans mes cabinets et j'ai fixé la chaise derrière mon bureau. Pas le siège, pourtant il semblait soudain emprunté. Mon téléphone a vibré, maman. Je l'ai retourné face contre table, puis une autre alerte est arrivée, un email, Raleigh News and Observer. Un deuxième a suivi moins de 3 minutes plus tard depuis un bureau de télévision de Seattle, puis un autre d'une publication juridique nationale. À l'heure du déjeuner, l'histoire s'était échappée de chaque limite que mes parents avaient essayé de tracer autour d'elle. Un objet disait, demande de commentaires, une juge de la Cour suprême de Washington nommée par sa famille dans une affaire de collision mortelle en Caroline du Nord. Un autre, la juge Mara Ellison est-elle liée à l'enquête sur le délit de fuite de Raleigh? Le troisième était pire parce qu'il contenait exactement le genre d'ambiguïté qu'Hélène savait utiliser comme une arme, une source familiale prétend qu'une juge a fait pression sur une proche après une collision mortelle. Je suis resté très immobile. Ce n'était plus tante Suzanne chuchotant dans un téléphone, ce n'était plus des amis de l'église, ce n'était plus un groupe de discussion que je pouvais mettre en sourdine. Mon nom de famille était dans les boîtes de réception des deux côtés du pays, une juge en exercice de la Cour suprême d'un État, un conseiller d'orientation mort, une sœur médecin, un père qui avait déjà dit aux proches que c'était moi qui conduisais. Il ne restait plus rien de petit. Léna est apparue à ma porte peu après 13 heures. Elle n'est pas entrée tant que je n'ai pas levé les yeux, tu es occupé? Apparemment, je suis un sujet national maintenant. Sa bouche s'est crispée, j'ai vu 3 reporters qui attendaient encore dans ma boîte de réception. Que ferais-tu? La question m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Léna s'est appuyée contre le cadre de la porte, puis elle a répondu par une autre question, que t'impose-t-on de faire? J'ai regardé à nouveau l'écran, coopérer avec l'examen administratif, coopérer avec les enquêteurs de Caroline du Nord là où c'est approprié, éviter de discuter des preuves publiquement. Et que veux-tu faire? C'était encore là, pas qu'est-ce qui fera disparaître cela, pas qu'est-ce qui fera que tout le monde t'aimera, que veux-tu? Je veux que le dossier soit plus propre que la rumeur. Alors construis-le. Elle n'a pas proposé d'appeler un reporter, n'a appelé personne au tribunal en mon nom, ne m'a pas dit de me cacher. Après son départ, j'ai transmis chaque demande des médias au contact désigné du tribunal. La déclaration qui est finalement sortie était à peine assez longue pour satisfaire qui que ce soit, j'avais divulgué l'affaire volontairement, je ne siégeais temporairement pas pendant que les faits pertinents et les questions d'éthique étaient examinés. Je n'avais pas utilisé mon bureau judiciaire pour contacter les enquêteurs de Caroline du Nord, je coopérerais avec la vérification légale. Rien sur Rachel,
rien sur papa, rien sur la confession. Des faits seulement. Cela semblait presque douloureusement insuffisant, c'était le but. Ma mère avait passé des années à m'enseigner que celui qui expliquait le plus contrôlait l'histoire. Mon travail m'avait enseigné l'inverse, parfois, la crédibilité venait du fait de refuser de décorer ce qui pouvait déjà tenir debout tout seul. Cet après-midi-là, le détective Reed a appelé. Je suis entré dans un bureau vide avant de répondre, Ellison, ici Reed. Que puis-je faire pour vous? Je peux vous donner une mise à jour limitée. Mon pouce est accéléré, je vous écoute. Le véhicule est en cours d'examen. J'ai attendu. Il a continué, vous avez rapporté ce que votre sœur vous a dit sur le fait que votre père l'avait déplacé et en avait nettoyé l'avant. Oui. Nous avons développé des informations cohérentes avec le fait que le véhicule ait été déplacé après la collision. Il y a aussi des indications selon lesquelles des parties de l'extérieur ont été nettoyées. Une étrange pression s'est rassemblée derrière mes côtes, avez-vous besoin d'autre chose de ma part? Pas sur le véhicule. Avez-vous trouvé des preuves de la collision? Une pause, je ne vais pas entrer dans le dossier médico-légal avec vous. C'est juste. Ce que je peux vous dire, c'est que nettoyer un véhicule ne fait pas disparaître toutes les preuves d'impact. C'était suffisant, pas une preuve de la raison pour laquelle papa l'avait fait, pas une conclusion pénale, mais assez pour me dire que le récit de Rachel n'avait pas disparu dans le mot non vérifié. Reed a ajouté, la chronologie initiale de votre père présente quelques incohérences que nous tirons au clair. Compris. Et vos enregistrements d'hôtel sont toujours en cours d'obtention indépendante. Merci. L'appel s'est terminé. 10 minutes plus tard, papa a appelé. J'ai fixé son nom jusqu'à ce qu'il arrête de sonner, puis cela a recommencé. Le troisième appel est venu avec un texto, parle-moi avant de rendre cela pire. Pour la première fois en 2 jours, j'ai failli rire. Je l'ai rappelé, non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que je voulais entendre quelle version venait ensuite. Papa a répondu immédiatement, enfin. J'ai 10 minutes. Tu ne mets pas ton père sur un minuteur. Je viens de le faire. Un souffle est venu à travers la ligne, puis sa voix a changé, plus basse, contrôlée, Mara, cela est allé trop loin. Un homme est mort, tu continues de dire ça comme si aucun de nous ne le savait. Alors qu'est-ce qui est allé trop loin? La presse, ton tribunal qui sort des déclarations, la police qui pose des questions sur le SUV, Rachel qui engage des avocats. Rachel qui engage un avocat était la première chose sensée que quiconque dans cette maison ait faite. Elle n'en avait pas besoin si nous avions pu gérer cela silencieusement. C'était là, géré en me mettant sur le siège du conducteur. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment pourrais-je le prendre autrement? Une confession disant que je conduisais. Papa a expiré fortement, nous pensions que tu avais des options. La phrase m'a fait me redresser, quelles options? Tu es dans le droit depuis toujours. Ce n'est pas une réponse. Tu connais des juges, des procureurs, des gens. Dis ce que tu pensais qu'il se passerait, Mara. Non, vous vouliez que je signe mon nom pour un délit de fuite mortelle, dis-moi ce que tu pensais qu'il viendrait ensuite. Il n'a pas répondu immédiatement. Cette pause importait plus que n'importe quel déni. Finalement, il a dit, nous pensions que quelqu'un comme toi pourrait négocier, obtenir un plaidoyer, éviter que cela ne devienne la pire chose possible. Mes bouts de doigts sont devenus engourdis autour du téléphone, et Rachel? Rachel ne peut pas avoir un crime suspendu au-dessus d'elle. Mais moi oui. Tu n'écoutes pas. J'écoute très attentivement. Elle a des patients. J'ai fermé les yeux, bien sûr. Elle a des enfants, bien sûr, sa licence dépend de la confiance. Le rire qui m'a échappé n'avait rien d'amusé, mon travail aussi. Tu fais de la paperasse et des appels, Mara, tu as toujours eu des options. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler, non pas parce qu'il m'avait insulté, mais parce qu'il venait de confirmer tout le calcul sans réaliser à quel point il révélait de choses. Ils n'avaient pas cru que la loi n'avait pas d'importance, ils avaient cru qu'elle en avait moins pour moi, ou plutôt ils avaient cru que je possédais une porte secrète professionnelle qui me permettrait de contourner les conséquences auxquelles Rachel ne pouvait pas survivre. Mon expérience juridique n'avait pas fait qu'il respecte ma vie, elle l'avait rendue plus utilisable. Papa. Quoi? Je suis juge à la Cour suprême de l'État de Washington. Rien n'est venu à travers la ligne, pas même un souffle.
Le silence a duré suffisamment longtemps pour que je me demande si l'appel avait coupé. Puis, quoi? J'ai été nommé il y a 6 mois. Tu ne nous l'as jamais dit. Si. Non, tu ne l'as pas fait. J'ai envoyé l'annonce, maman a répondu avec un pouce levé et m'a ensuite demandé si je pouvais examiner le contrat d'embauche de Rachel. Autre silence, cela ne change rien à ce qui s'est passé. Non, cela change à quel point il est évident que tu étais prêt à parier une vie que tu n'as jamais pris la peine de comprendre. Sa voix s'est durcie, alors il s'agit de ton ego maintenant? Non. Tu as toujours voulu qu'on soit impressionné. Cela a fait mal parce qu'autrefois, il y a des années, cela aurait été vrai. Pas impressionné, intéressé. Il y avait une différence, j'avais cessé d'attendre l'un ou l'autre. Vous vouliez que je confesse avoir tué un homme parce que vous pensiez que j'avais plus de moyens de survivre aux conséquences. Nous essayions de sauver ta sœur. Et vous n'avez jamais demandé ce que la sauver me coûterait. Tu es forte. Le mot est tombé exactement là où il l'avait toujours fait, cette fois il n'a pas semblé être un compliment, tu continues de dire ça comme si la force était un consentement. Papa s'est tu, puis sa voix s'est adoucie, Mara, j'ai besoin de ma fille. Ma gorge s'est serrée. Pendant une seconde stupide, toutes les années se sont effondrées, papa m'apprenant à faire du vélo, papa debout à l'aéroport quand je suis parti pour l'université, papa m'appelant après mon divorce et disant que je pourrais toujours rentrer à la maison. J'ai détesté la rapidité avec laquelle le corps se souvenait de la tendresse, même quand l'esprit comprenait le schéma. Puis il a continué, Rachel a besoin de toi. Le sentiment a disparu, bien sûr, pas moi, ma fonction. Tu as Rachel, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a son propre avocat maintenant, elle a un mari, elle a des choix, pour une fois laisse-la les faire. Tu l'abandonnes. Non, je refuse de la remplacer. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains ont tremblé ensuite, pas de manière dramatique, juste assez pour que je doive poser le téléphone prudemment. Durant la majeure partie de l'après-midi, je n'ai pu me concentrer sur rien de plus long qu'une page. Être temporairement retiré du siège avait créé des heures vides, et les heures vides m'avaient toujours rendu dangereuse pour moi-même. Le travail était l'endroit où je savais exactement quoi faire, sans lui, chaque appel sans réponse semblait être une tâche que je négligeais. À 18h, Léna a envoyé un message, dîner. Mon pouce a bougé automatiquement, je vais peut-être devoir reprendre l'avion. La sentence était là, je l'ai regardée, pourquoi? Pas d'assignation, pas d'entretien prévu, pas d'urgence me concernant, aucune obligation légitime m'attendant en Caroline du Nord, seulement l'habitude. J'ai effacé les mots, d'accord pour le dîner. Nous nous sommes rencontrés dans un petit endroit à 3 pâtés de maison de chez moi. Pendant les 20 premières minutes, je n'ai cessé de vérifier mon téléphone sans l'ouvrir. Léna a finalement jeté un coup d'œil à l'écran, as-tu besoin de répondre à quelque chose? Non. Alors pourquoi regardes-tu? J'ai retourné le téléphone face contre table, mémoire musculaire. Elle a hoché la tête. Nous avons parlé d'un roman qu'elle avait abandonné à mi-chemin parce que, selon ses mots, l'auteur détestait clairement tout le monde dedans. Nous avons parlé d'un sentier à l'est de la ville que j'avais l'intention de parcourir pendant 2 étés. À un moment donné, j'ai réalisé que 10 minutes entières s'étaient écoulées sans que le nom de Rachel n'entre dans ma tête. La réalisation a produit de la culpabilité d'abord, puis du soulagement, puis de la culpabilité à propos du soulagement. J'ai laissé les 3 exister. Le lendemain matin, le vide temporaire dans mon emploi du temps m'a fixé depuis le calendrier. Habituellement, je l'aurais rempli avec quelque chose d'utile, des recherches, du nettoyage, prendre des nouvelles de maman, régler un problème que personne ne m'avait assigné. Au lieu de cela, j'ai rouvert la page d'inscription pour un cours de poterie que j'avais commencé des années plus tôt et abandonné après 3 séances parce que papa avait eu besoin d'aide pour régler un pépin d'assurance. Une place restait, mon doigt a survolé le bouton. Une vieille voix a dit que c'était frivole, une autre a dit que je devrais garder le week-end libre au cas où la Caroline du Nord appellerait. J'ai cliqué sur s'inscrire, $48, les samedis matins. Personne n'avait besoin d'être sauvé là-bas, ce seul fait lui donnait un air radical. Rachel a appelé ce soir-là. J'ai failli laisser le conseil être la limite pour nous deux, puis j'ai vu le texto qu'elle a envoyé immédiatement après, s'il te plaît, pas à propos de la collision elle-même. J'ai répondu, de quoi as-tu besoin?
Sa voix semblait plus petite que d'habitude. Mon avocat a dit que je ne devrais pas discuter des faits de l'affaire avec toi. Alors ne le fais pas. Je ne le fais pas, j'attendais. Il y a autre chose. Quoi? Cet ancien accident. Mes épaules se sont tendues, qu'en est-il? S'il te plaît, ne l'évoque pas. Je ne l'ai pas fait. Si la police pose des questions sur les schémas ou maman ou la lettre, ne leur donne pas les détails. Rachel, c'était il y a 11 ans. Ce n'est pas le problème, cela pourrait me faire paraître comme si je faisais ça tout le temps. Ce n'est pas à moi de gérer ça. Tu sais ce que je veux dire. Oui, tu veux que je décide à l'avance quelles réponses véridiques te sont trop préjudiciables. Je veux que tu ne proposes pas volontairement quelque chose d'irrelevant. Sur cette partie, je suis d'accord. Elle s'est tue. Je ne vais pas entrer dans un poste de police et déballer chaque mauvaise chose que tu as faite sur une table, ce serait mal. Alors nous sommes d'accord. Non, écoute le reste. Sa respiration a changé. Si on me pose une question directe à laquelle je peux répondre avec vérité, je le ferai, je ne mentirai pas pour toi. Mara, c'est là la limite. Tu choisis encore des inconnus plutôt que moi. J'ai regardé mon cours du samedi nouvellement inscrit sur l'écran de l'ordinateur portable, non. Comment appellerais-tu ça? Je choisis de ne pas faire porter à une autre personne ce que tu as fait. Cet homme n'a rien à voir avec il y a 11 ans. Alors ton avocat peut s'occuper de la pertinence, je ne vais pas réécrire ma réponse parce que tu as peur de ce qu'elle pourrait signifier. Pendant plusieurs secondes, le seul son a été sa respiration, puis elle a dit, tu vas vraiment laisser cela arriver. La phrase était si proche de la formulation de maman que j'ai failli la corriger. Au lieu de cela, j'ai demandé, laisser arriver quoi? Elle a mis fin à l'appel. L'écran est devenu noir. Moins d'une minute plus tard, un texto de maman est apparu, si tu insistes pour détruire ta sœur, nous devrons dire aux gens ce que tu as fait pour lui faire pression. Je l'ai lu une fois, puis à nouveau. Les mots ne m'ont pas effrayé immédiatement, ils m'ont d'abord confuse, ce que j'ai fait pour lui faire pression? Il n'y avait eu aucune pression, aucune menace, aucune promesse, aucun usage de mon bureau. J'avais fait l'inverse, j'avais pris du recul, dit à Rachel de prendre un conseil indépendant, arrêter de poser des questions sur l'affaire une fois qu'elle en avait un, rapporter ce qu'elle m'avait volontairement dit sur le SUV, refuser de mentir. Mes yeux se sont déplacés vers les demandes des médias qui se trouvaient toujours dans un dossier séparé. L'accusation est apparue lentement, ils avaient essayé de faire de moi la conductrice, mes enregistrements d'hôtel conservés rendaient cela plus difficile, ils n'avaient donc plus besoin de moi derrière le volant. Ils avaient seulement besoin de moi suffisamment proche de l'histoire pour la contaminer. La sœur aînée puissante, la juge, la femme qui aurait intimidé un médecin effrayé pour qu'il accepte la faute, une dispute entre sœurs au lieu de preuves, un scandale au lieu d'une chronologie. Mes parents changeaient la forme du mensonge parce que le premier commençait à s'effondrer. Pour la première fois, ils ne me demandaient pas de prendre la place de Rachel, ils se préparaient à faire de moi la raison pour laquelle personne ne la croyait. Le message de ma mère est resté sur mon écran longuement après que les mots ont cessé de ressembler à une phrase, si tu insistes pour détruire ta sœur, nous devrons dire aux gens ce que tu as fait pour lui faire pression. Pendant quelques minutes, je suis resté assise à la table de ma cuisine, les deux mains enroulées autour d'une tasse que j'avais oublié de boire. Lui faire pression, la phrase était presque élégante dans sa simplicité. Je n'avais pas menacé Rachel, je n'avais pas contacté son employeur, je n'avais pas appelé de procureur, de juge ou quiconque lié à l'enquête par le biais de mon bureau. Une fois qu'elle avait engagé un conseil indépendant, j'avais arrêté de poser des questions de fond sur la collision. Mais les faits n'avaient jamais été suffisants pour mes parents quand une meilleure histoire était disponible. La première histoire m'avait mise derrière le volant, la suivante me mettrait à côté de Rachel, utilisant mon titre pour la forcer à porter la faute, même but, costume différent. Mon téléphone a sonné avant que je ne puisse décider si j'allais répondre au texto de maman, détective Reed. J'ai apporté le téléphone dans mon bureau et j'ai fermé la porte, Ellison, ici Reed. Je vous écoute. J'ai une mise à jour limitée sur vos enregistrements d'hôtel. Mes doigts se sont serrés sur le bord du bureau, d'accord. Les enregistrements ont été obtenus de manière indépendante, l'activité de votre clé de chambre électronique est cohérente avec votre retour à l'hôtel au moment où vous l'avez dit. J'ai laissé sortir une respiration lentement. Il a continué, le service d'étage a également enregistré votre commande et la livraison dans la fenêtre pertinente,
nous avons obtenu des images de l'hôtel qui sont cohérentes avec la même chronologie. Pendant 2 jours, j'avais su où j'étais, le savoir et avoir quelqu'un d'autre qui le vérifiait étaient 2 expériences complètement différentes. La distinction s'est posée quelque part profondément dans ma poitrine, donc les enregistrements confirment que j'étais à l'hôtel? Oui. Avez-vous besoin d'autre chose de ma part? Pas sur votre localisation pour le moment. Il y a eu une courte pause, puis son ton a changé, pas de manière dramatique, juste assez pour que je le remarque, votre honneur, votre alibi tient la route. Le titre se terminait différemment cette fois, lors de notre première rencontre, c'était une formalité rattachée à une identité qu'il avait toutes les raisons de vérifier. Maintenant cela ressemblait à une reconnaissance professionnelle après que les faits avaient commencé à soutenir ce que je lui avais dit. Alors continuez de suivre les preuves là où elles vont, ai-je dit. C'est le plan. Il ne m'a pas donné de détails que je n'avais aucun droit d'avoir, il a confirmé une chose, la chronologie du véhicule ne correspondait pas totalement à ce que mon père avait initialement dit aux enquêteurs. Et l'examen médico-légal avait récupéré des preuves cohérentes avec un impact malgré des indications selon lesquelles des parties du SUV avaient été nettoyées. Je n'ai pas demandé comment, je n'avais pas besoin de savoir. Ce que j'ai rapporté de ce que Rachel m'a dit, ai-je dit, est-ce toujours traité séparément de ce que vous avez vérifié? Oui. Bien. Pourquoi bien? Parce que ce qu'elle m'a dit est ce qu'elle m'a dit, ce que vous pouvez prouver est autre chose. Cela a mérité une autre pause, exactement. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté derrière le bureau pendant plusieurs minutes, pas de champagne, pas de ruée vers la victoire. Les enregistrements de l'hôtel ne rendaient pas la vie à Thomas Avery, ils n'effaçaient pas les appels de papa, ils ne faisaient pas disparaître le projet de confession de maman, ils remettaient seulement un fait à son propriétaire légitime, je n'avais pas conduit. Et pour la première fois depuis que Rachel était entrée par la porte d'entrée couverte de pluie, ce fait ne reposait plus seulement sur ma parole. J'ai transmis la mise à jour de Reed par le canal administratif à Washington. Mon statut temporaire de non-siège n'a pas disparu avec un seul appel, il n'aurait pas dû, il y avait encore des questions d'éthique à clore, encore une surveillance publique, encore des accusations impliquant mon titre. Mais un morceau du sol avait arrêté de bouger sous mes pieds. Cet après-midi-là, au lieu de lire chaque nouvel article, j'ai ouvert un document et j'ai reconstruit mon dossier depuis le début, pas un procès contre mes parents, un dossier de ma propre conduite. Les photographies de la confession, ma demande de réservation d'hôtel, l'email de confirmation, l'heure à laquelle papa a appelé tante Suzanne, les messages de maman, la vieille lettre de recommandation, la note documentant la formulation d'Hélène sur la confession. Mon rapport immédiat à Reed après que Rachel m'a parlé du SUV, les demandes des médias, ma divulgation à Washington, ma demande de m'éloigner temporairement du siège. Chaque élément avait une source, chaque source avait une date, chaque déclaration avait une étiquette dans mes propres notes, vérifiée, rapportée par une autre personne, observée personnellement, pas encore vérifiée. La distinction importait plus que jamais, papa avait construit sa version en mélangeant suppositions et affirmations, maman construisait la sienne en rendant le langage plus fluide que la réalité. Ma défense n'était pas plus forte, elle était plus propre. En début de soirée, le dossier était suffisamment complet pour que si quelqu'un me demandait plus tard ce que j'avais fait et quand, je n'ai pas à me reconstruire à partir de la panique. Je l'ai sauvegardé, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé au cours de poterie. La décision m'a presque fait rire, mon nom apparaissait dans des publications juridiques, ma sœur faisait face à une enquête pour collision mortelle, les déclarations de mon père sur le SUV étaient scrutées. Et j'ai passé le samedi matin à essayer de centrer un bloc de terre s'effondrant sur un tour rotatif. Le premier bol s'est replié sur lui-même, le deuxième aussi. Au troisième, mes mains avaient enfin arrêté de combattre le mouvement. L'instructeur a dit, tu essaies de le corriger trop vite. J'ai regardé l'argile, cette sentence m'a suivi jusqu'à la maison. Mon téléphone affichait 2 appels manqués d'Eric. Je ne les rappelais qu'après m'être douché et changé, non pas parce que les appels étaient sans importance, mais parce qu'ils n'étaient pas automatiquement plus importants que tout le reste. Il a répondu immédiatement, Mara, que s'est-il passé? Tu dois empêcher que ça ne pire. Je suis entré dans la cuisine, c'est une demande vaste. Je suis sérieux. Moi aussi. Sa respiration semblait inégale, tes parents parlent de faire signer quelque chose à Rachel. Quel genre de chose? Une déclaration. Que dit-elle? Que tu as utilisé ta position pour lui faire pression. Je me suis appuyé contre le comptoir, lui faire pression comment?
Que tu as menacé sa carrière, que tu lui as fait croire que tu pouvais influencer ce qui se passerait si elle n'acceptait pas la faute. Je n'ai jamais rien dit de tel. Je sais ce que j'ai entendu. C'était la première distinction utile qu'il m'ait jamais offerte, pas « je sais ce qui s'est passé », je sais ce que j'ai entendu. Où l'as-tu entendu? À la maison. Qui était là? Tes parents, Rachel, moi. L'avocat de Rachel était-il là? Non. Rachel a-t-elle accepté de le signer? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par tu ne sais pas? Elle n'a rien signé pendant que j'étais là. C'était tout ce que je pouvais prendre de lui en toute sécurité. Je ne lui ai pas demandé ce qui s'était passé après son départ, je ne lui ai pas demandé d'espionner. Qu'est-ce qui t'a poussé à m'appeler? Sa réponse est venue plus vite cette fois, parce que cela devient fou. Ce n'est pas précis. J'ai vu la police prendre ce SUV, j'ai vu des avocats commencer à appeler, des reporters sont devant la clinique, ton tribunal a sorti une déclaration, maintenant tes parents veulent mettre ton bureau dans une autre version de l'histoire. Il a baissé la voix, je ne t'appelle pas parce que je te fais confiance. Bien, ce serait nouveau. Je t'appelle parce que s'il mente sur le fait qu'une juge en exercice de la Cour suprême a menacé Rachel, chaque téléphone, chaque email, chaque conversation dans cette maison devient quelque chose que quelqu'un pourrait vouloir examiner. C'était là, pas de la loyauté, du risque, un risque réel, pratique. Mes enfants vivent dans cette maison la moitié du temps en ce moment, a-t-il continué. Je ne veux pas que leurs grands-parents transforment cela en 5 enquêtes parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter d'essayer de réparer la première. Alors arrête-les. J'essaie. Comment? J'ai dit à Rachel de ne rien signer en dehors de ce que son avocat examine. J'ai dit à tes parents que je ne signerai ni ne répéterai quelque chose que je sais être faux. Ce n'était pas du courage, pas encore, mais c'était une ligne. Que veux-tu de moi? Ai-je demandé. Arrête de pousser. Je ne pousse pas, tu continues de dire ça parce que c'est vrai. Alors reste à l'écart. J'ai failli répondre trop vite, au lieu de cela, j'ai regardé le calendrier sur le réfrigérateur, dîner avec Lena jeudi, poterie à nouveau samedi matin, un appel administratif de suivi à Washington, rien en Caroline du Nord ne nécessitait ma présence cette nuit-là. Si on me demande des informations, je les fournirai, ai-je dit. Si tes beaux-parents inventent quelque chose sur moi, je le conserverai. Au-delà de cela, je ne vais pas entrer dans leur maison pour empêcher des adultes de mentir. Eric a expiré, Rachel a demandé à te voir. C'est différent. Est-ce le cas? Oui. Si elle veut parler de notre relation, elle peut me le demander, si elle veut négocier l'affaire, elle a un avocat. Il est redevenu silencieux, d'accord. Eric. Quoi? Si le conseil de Rachel lui a dit de ne pas discuter des faits avec moi, je respecterai cela, tes parents devraient le faire aussi. Je sais. Les mots semblaient fatigués, pas convaincus, juste fatigués. Après l'appel, je n'ai pas fait ma valise, pas encore. 2 jours plus tard, Reed a demandé si je serais disponible en Caroline du Nord pour un entretien complémentaire concernant les communications que j'avais reçues et la chronologie des appels de mon père. C'était une raison légitime, j'ai donc réservé un vol, un hôtel, un billet de retour, pas de séjour à durée indéterminée, pas de chambre d'amis chez mes parents, pas de prolongation de location au cas où. Avant de partir, j'ai maintenu mon dîner du jeudi avec Lena. À mi-chemin du dessert, elle a demandé, quand prends-tu l'avion? Demain matin. Et quand reviens-tu? Dimanche soir. Tu as l'air très certaine. J'ai acheté un billet non remboursable. Elle a souri. C'était une petite chose, mais j'ai compris ce qu'elle entendait dans la réponse, il y avait eu des années où ma date de retour de Caroline du Nord dépendait de tout le monde, sauf de moi. Pas cette fois. Mon entretien complémentaire avec Reed a duré moins d'1 heure. Il a posé des questions sur les horodatage, le premier appel de Suzanne, les textos de maman, la déclaration que Rachel m'avait faite sur le SUV et le moment où je l'avais rapporté. Rien ne m'a surprise, cela seul était un soulagement. Quand j'ai quitté le poste, Rachel avait envoyé un message, « Peux-tu venir à la maison ce soir ?» Pas pour parler de la collision, j'ai juste besoin d'une conversation. Je l'ai fixé, puis j'ai tapé, seulement s'il ne s'agit pas d'une discussion sur ce que l'une ou l'autre de nous devrait dire aux enquêteurs. Sa réponse est venue plusieurs minutes plus tard, d'accord.
J'ai ajouté une condition de plus, je pars si maman ou papa transforme cela en ça. Cette fois, la réponse a pris plus de temps, d'accord. À 19 h, je me tenais devant la maison où j'avais passé la moitié de mon enfance à porter des sacs de courses, des devoirs, des cadeaux de vacances et les urgences de tous les autres par la même porte d'entrée. Le double de clé était toujours sur mon trousseau, je ne l'ai pas utilisé, j'ai sonné. Maman a ouvert la porte. Pendant une seconde, ses yeux se sont posés sur le trousseau de clés dans ma hand, puis elle s'est écartée, tu n'as pas besoin de frapper. Si, ai-je dit, je le dois. La salle à manger semblait presque exactement telle qu'elle était la nuit où Rachel était rentrée à la maison, même table, même éclairage au plafond, même horloge au-dessus de la porte de la cuisine, différentes personnes sur les chaises. Rachel était assise à côté d'Eric, papa était en bout de table. Maman a pointé la chaise la plus proche d'elle, j'ai choisi celle la plus proche de la porte. Personne n'a commenté. Une feuille de papier reposait devant Rachel, sa vue a serré quelque chose dans mon estomac. Je ne l'ai pas touché. Papa a parlé le premier, nous devons empêcher que cela ne devienne un cirque. Je ne suis pas venu ici pour discuter de stratégie. Ce n'est pas de la stratégie. J'ai regardé le papier, qu'est-ce que c'est ? Maman a répondu, quelque chose pour clarifier comment les choses se sont passées. Les yeux de Rachel sont restés fixés sur la table, je l'ai regardé, leur as-tu demandé de l'écrire ? Elle a levé le regard, non. La hand de papa s'est aplatie contre le dessus de la table, Mara, tu as tout transformé en technicité. Un homme mort n'est pas une technicité. Te voilà reparti. Reparti comment ? À tout rendre absolu. J'ai jeté un coup d'œil au papier, mais je ne l'ai toujours pas attrapé, que dit-il ? Maman a répondu avant que Rachel ne le puisse, que tes conversations avec Rachel après l'accident étaient intimidantes. Intimidantes comment ? Que tu lui as fait croire que ta position pouvait affecter ce qui se passerait. Je me suis tourné vers Rachel, t'ai-je jamais dit que je pouvais influencer l'enquête ? Non. Papa a interrompu, ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Il s'est penché en avant, les gens entendent juge à la Cour suprême et assument du pouvoir, tu le sais. Et alors ? Alors tu n'as pas besoin de dire les mots pour que quelqu'un se sente menacé. La cleverness de la chose m'a presque impressionné, ils avaient enfin trouvé une version de l'histoire qui ne nécessitait pas de prouver quelque chose que j'avais fait, seulement quelque chose que Rachel pouvait prétendre avoir ressenti. Papa a continué, s'il y a deux histoires, les gens arrêtent de la traiter comme un monstre qui est rentré chez lui et a essayé de se cacher. Mes mains sont restées immobiles sur mes genoux. C'était là, pas de l'innocence, de la confusion. Ils n'avaient pas besoin de blanchir Rachel complètement, ils avaient seulement besoin de troubler l'eau jusqu'à ce que la responsabilité ressemble à une guerre fratricide. J'ai regardé Eric, il me fixait en retour, la mâchoire serrée. Il avait dit qu'il ne répéterait pas quelque chose qu'il savait être faux, je n'allais pas lui demander de le prouver pour moi. Maman a dit, tout cela peut se calmer si tout le monde arrête d'escalader. Non. Le mot est sorti doucement. Papa a froncé les sourcils, non quoi ? Plus d'histoire, mère. Plus d'ajout de motifs parce que les faits sont gênants, plus de décisions selon laquelle la peur de quelqu'un d'autre devient ma conduite. La bouche de maman s'est serrée, tu es venu ici pour nous faire la morale ? Non, je suis venu parce que Rachel a demandé à me voir. Papa s'est adossé, alors que veux-tu ? La question m'a frappé avec une force presque physique. Pendant des années, chaque dispute dans cette pièce s'était terminée avec moi voulant quelque chose de la reconnaissance, de l'équité, une correction, des excuses, une phrase honnête, quelque chose. J'ai regardé mon père, rien. Il m'a fixé. Je ne veux rien de vous. Maman a bougé sur sa chaise, c'est enfantin. Non, c'est simple. Papa a désigné le papier, alors dis ce que tu es venu dire. Alors je l'ai fait, pas une dispute, pas un discours, 5 faits. Je ne conduisais pas. Personne n'a interrompu. On m'a demandé de dire que je conduisais. Les doigts de maman se sont serrés autour du bord de sa serviette. Papa a dit aux proches que je conduisais avant de me demander de signer quoi que ce soit. Son visage s'est durci. Ma localisation a maintenant été vérifiée de manière indépendante. Rachel a levé les yeux, et je ne mentirai pas pour Rachel. J'ai laissé la dernière phrase se poser. Ni contre elle.
Papa a scoffé, c'est commode. C'est la vérité. Maman a secoué la tête, tu n'as aucune idée de ce que cela a fait à Rachel. Je me suis tourné vers ma sœur, je sais ce qu'elle a fait à Thomas Avery. Rachel a sursauté. J'ai regretté la vivacité de la phrase immédiatement, mais pas sa vérité. Sa voix est sortie basse, tu n'es pas obligé de continuer à dire son nom. Si, ai-je dit, je le dois. La pièce est devenue silencieuse. Pendant 3 jours, chaque conversation que j'avais entendue tournait autour de ce que Rachel risquait de perdre, sa carrière médicale, ses enfants, sa réputation, sa maison, sa liberté. Thomas avait perdu la seule chose que personne dans cette pièce ne pouvait rendre, sa vie méritait au moins la dignité de ne pas disparaître de la conversation. Maman a poussé le papier plus près de Rachel, lis-le. Rachel n'a pas bougé. Papa a dit, si Mara n'a rien à cacher, elle ne devrait pas se soucier que tu décrives ce que tu as ressenti. Ma sœur m'a enfin regardé. C'était encore là, la vieille expression, celle de l'enfance quand elle cassait quelque chose et attendait que je décide si j'allais le dire, celle de l'université quand elle appelait parce que papa était furieux et qu'elle voulait que j'explique son point de vue. Celle d'il y a 11 ans quand j'avais écrit une lettre basée sur la moitié d'une histoire, le regard qui posait la même question à chaque fois, vas-tu réparer ça? Quelque chose en moi s'est libéré, pas brisé, libéré. Je ne vais pas te dire quoi faire, ai-je dit. Papa a frappé légèrement sa paume contre la table, oh, s'il te plaît. Je l'ai ignoré. Les yeux de Rachel sont restés fixés sur les miens. Je ne vais pas te sauver de ce que tu as fait, son visage s'est durci, mais je ne vais pas non plus les aider à t'apprendre que quelqu'un d'autre doit porter chaque conséquence. Maman a murmuré, Mara. Je me suis levé. Papa a dit, assieds-toi. Non, tu ne peux pas entrer ici, déchirer ta sœur et partir. Je ne l'ai pas déchirée. Tu l'as livrée à la police. J'ai rapporté ce qu'elle m'a dit. Tu as rapporté ton propre père. Oui. Ce mot l'a enfin fait taire, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il n'était pas enveloppé d'excuses. J'ai attrapé mon sac à main. Rachel a regardé le papier, maman a touché son bras, ma chérie, cela ne dit pas que tu es innocente, cela explique seulement la pression sous laquelle tu étais. Je me suis arrêté près de la porte, pas pour interférer, seulement parce que j'avais besoin de savoir si Rachel m'avait appelé là pour parler ou pour regarder une autre version de ma life s'écrire. La voix de papa s'est adoucie, si tu signes, au moins les gens comprendront qu'il y avait des circonstances. Les doigts de Rachel ont bougé vers le papier. Mon estomac s'est tordu, chaque instinct en moi me hurlait de faire un pas en arrière vers la table, de lui dire de ne pas s'expliquer, de la sauver de faire une erreur de plus. Puis je me suis souvenu de ce que j'avais dit, je ne déciderai pas pour elle. La honte de Rachel s'est arrêtée, elle a regardé maman, puis papa, puis moi, Mara ne m'a pas menacé. Maman a cligné des yeux, personne n'a dit menacer. La déclaration le dit. Papa s'est penché en avant, elle dit sous pression. Elle ne l'a pas fait. Sa voix s'est durcie, tu es émotive. Rachel a repoussé le papier, elle m'a dit de prendre mon propre avocat. Maman a dit, cela peut toujours être de la pression quand quelqu'un dans sa position le dit. Non. Pour la première fois de toute la soirée, la voix de Rachel s'est raffermie, elle m'a dit qu'elle n'était pas mon avocat. Papa s'est levé, tu es en train de jeter toute ta vie parce que ta sœur veut prouver un point. Rachel a nouveau regardé le papier, puis elle l'a fait glisser à travers la table vers lui, alors laissez-la être à moi de la ruiner ou de la réparer. Personne n'a bougé. Je ne me suis pas sentie triomphante, la sentence ne la rendait pas innocente, elle n'annulait pas la collision, elle n'effaçait pas le fait qu'elle les avait laissés m'offrir à sa place. Mais pour la première fois dont je pouvais me souvenir, on avait offert à Rachel une porte de sortie qui nécessitait que quelqu'un d'autre paie, et elle l'avait repoussée. C'était à elle, pas à moi. J'ai marché vers la porte d'entrée, papa a suivi derrière nous. Maman a dit le nom de Rachel, mais je ne me suis pas retourné. Papa m'a rattrapé dans le couloir, si tu franchis cette porte maintenant, ne t'attends pas à ce que cette maison reste ouverte pour toi. Ma hand est allée automatiquement au trousseau de clés à l'intérieur de mon sac à main. Le double de clés reposait contre mes doigts, 20 ans d'urgence, 20 ans à être la personne qui pouvait toujours entrer, 20 ans à confondre l'accès et l'appartenance. J'ai sorti la clé, papa l'a regardée pendant une seconde. J'ai envisagé de la lui mettre dans la hand, puis j'ai refermé mes doigts dessus, pas encore, je te rendrai ce qui t'appartient quand je serai prête. Son visage a changé,
tu dois toujours tout rendre dramatique. J'ai ouvert la porte, non, j'ai juste arrêté de vous laisser choisir le moment. L'air de la nuit semblait plus frais que ce à quoi je m'attendais. J'ai marché vers ma voiture de location sans regarder en arrière. À l'hôtel, j'ai verrouillé la porte, j'ai retiré mes chaussures et j'ai posé la clé de la maison de mes parents sur la commode. Pour la première fois, elle ressemblait à ce qu'elle était, un petit morceau de métal, rien de plus. Mon téléphone a vibré, Rachel, un message. J'ai failli attendre jusqu'au matin, puis je l'ai ouvert, j'ai dit à mon avocat que je ne répéterai pas leur histoire. Le message de Rachel est resté ouvert sur mon écran, j'ai dit à mon avocat que je ne répéterai pas leur histoire. Il y avait au moins une douzaine de choses que j'aurais pu réécrire en retour, merci, pourquoi maintenant, pourquoi ne les as-tu pas arrêtées la première nuit, comprends-tu ce que tu m'as presque laissé faire? Au lieu de cela, j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé à côté de la lampe de l'hôtel. Un choix véridique n'effaçait pas tout ce qui était venu avant, mais c'était quand même un choix véridique. Pour une fois, je ne me suis pas senti responsable de le récompenser. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour rentrer à Seattle. Mon billet de retour avait été réservé pour le dimanche soir, et je l'ai utilisé exactement comme prévu. Cela semblait plus important que cela n'aurait dû, pas de prolongation d'urgence, pas de nuit supplémentaire parce que maman était contrariée, pas d'appel à papa pour demander s'ils avaient besoin de courses, de paperasse, d'explications ou de gestion des dégâts. La valise est rentrée à la maison avec moi, le double de clés aussi. Pendant les premières semaines, très peu de choses se sont passées d'une manière qui se prêtait à des titres dramatiques. Cela m'a surprise, après tant de bruit, je m'étais attendu à ce que les conséquences arrivent comme une porte qu'on défonce. Elles ne l'ont pas fait, elles sont arrivées par des avis, des emails administratifs, de courtes mises à jour du détective Reed, une déclaration de la clinique de Rachel annonçant qu'elle était en congé pendant que les affaires légales et professionnelles étaient examinées. Des dépôts publics que je ne lisais que lorsqu'il y avait une raison de le faire, des articles de presse qui devenaient plus courts à mesure que les reporters passaient à des histoires plus récentes. Personne ne m'a appelé pour annoncer que la justice était arrivée, c'était plus lent que cela, plus ordinaire, plus croyable. L'enquête a continué de séparer ce que les gens avaient dit de ce qui pouvait être vérifié. Les enregistrements de l'hôtel sont restés cohérents avec mon récit. Les photographies de la confession montraient exactement ce que mes parents m'avaient demandé de signer. La chronologie des appels montrait que papa avait commencé à dire aux gens que c'était moi qui conduisais avant même de mettre cette confession devant moi. Mon rapport sur le SUV concernait des preuves matérielles que je ne connaissais pas entièrement, et j'ai arrêté d'essayer d'imaginer ce qui se trouvait dans un dossier médico-légal que je n'avais aucun droit de lire. Cette limite est devenue plus facile avec la pratique, j'avais passé assez de temps dans ma vie à croire que j'avais besoin de toute l'image avant d'être autorisé à prendre une décision. Ce n'était pas le cas, parfois, la partie que je connaissais réellement était suffisante. Un homme était mort, ma sœur avait conduit, mes parents avaient essayé de me donner sa place dans l'histoire, j'avais refusé. Tout ce qui a suivi appartenait au processus conçu pour le gérer. Un peu plus d'un mois après mon retour à Seattle, j'ai reçu un appel du bureau administratif du tribunal. L'examen de ma divulgation et de ma conduite était terminé, il n'y avait aucune preuve que j'ai utilisé mon bureau pour influencer l'enquête de Caroline du Nord, aucun contact inapproprié, aucune tentative d'obtenir un traitement spécial, aucun effort pour cacher le conflit. Mon statut temporaire de non-siège prendrait fin le lundi suivant, mon nom retournerait au rôle régulier. J'ai remercié l'administrateur, j'ai raccroché et je suis resté assis seul dans mon bureau pendant plusieurs secondes. Je n'ai rien ressenti, puis mes mains ont commencé à trembler, non pas de peur, mais de la libération d'une peur que j'avais refusé de nommer. J'avais su que les faits étaient de mon côté, cela ne voulait pas dire que l'institution que j'avais passé ma vie à servir me devait sa confiance sans examen. Elle n'aurait pas dû, j'avais accepté cela quand je m'étais éloigné. Pourtant, savoir que je retournerais au siège m'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Le premier matin de retour, je suis arrivé tôt. La sécurité a dit bonjour exactement comme elle l'avait toujours fait, pas d'applaudissements, pas d'accueil dramatique. Mon greffier avait posé les documents du jour sur mon bureau, la salle d'audience sentait légèrement le produit à polir le bois et le vieux papier. Quand j'ai pris siège, j'ai posé les deux mains sur la surface devant moi pendant un bref instant. La voix de papa est revenue, tu fais de la paperasse et des appels, tu connais des juges, tu as des options. Il avait eu raison sur une chose, j'avais des options, j'avais simplement refusé de les utiliser de la manière qu'il imaginait. Léna m'a rattrapé ensuite près des ascenseurs, comment cela s'est-il passé ?
normal. C'est si bien que ça? C'est étrange. Elle a souri, puis elle a dit, tu as protégé le bureau en refusant de l'utiliser. Les portes de l'ascenseur s'en sont ouvertes, je suis entré. Pendant des années, j'avais imaginé le pouvoir professionnel comme la capacité de faire se produire des choses. Ce mois-ci m'a appris quelque chose de différent, parfois, le pouvoir était de refuser de toucher à la balance. Au début de l'hiver, le nom de Rachel apparaissait moins souvent dans la presse. Ce que je savais provenait de dossiers publics, d'avis officiels ou de communications qui m'étaient adressés. Je n'ai pas appelé son avocat, je n'ai pas appelé sa clinique, je n'ai pas demandé de commérage à rite déguisé en mise à jour. Rachel faisait face à des procédures pénales liées à la collision et à ce qui s'était passé ensuite, sa position médicale restait en cours d'examen, les réclamations civiles impliquant la famille de Thomas Avery avançaient sur une voie séparée. Cette dernière partie m'importait, pendant trop longtemps, chaque conversation dans la maison de mes parents avait traité Thomas comme l'événement qui était arrivé à Rachel. Mais Thomas avait une famille bien à lui, des étudiants qu'il avait connus, des gens qui l'attendaient à la maison. Le processus juridique les impliquant existait, qu'un porteur soit prêt ou non à y faire face. J'ai arrêté de lire les articles après avoir réalisé que je commençais à chercher une punition plutôt qu'une information. Cela m'a effrayé plus que je ne voulais l'admettre, il y avait une différence entre laisser les conséquences atteindre quelqu'un et attendre avec impatience qu'elle lui fasse mal. Je ne voulais pas devenir une personne qui avait besoin que Rachel soit détruite pour se sentir restaurée. Ma vie devait devenir plus grande que ce qui arrivait à la sienne, alors je l'ai rendue plus grande. La poterie du samedi est devenue quelque chose que j'ai gardé, mon premier bol penchait nettement d'un côté, le deuxième semblait avoir été conçu pour une très petite plante d'intérieur très confuse, j'ai gardé les deux. Les dimanches matins, je marchais, non pas parce que l'exercice était censé me transformer, mais parce que la ville semblait différente quand je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les quelques minutes. J'ai arrêté de garder un week-end par mois vide au cas où maman aurait besoin de quelque chose, les cases blanches sur mon calendrier m'ont dérangé au début, puis j'en ai rempli une avec une visite de musée, une autre avec un déjeuner. Un week-end, je n'ai absolument rien fait d'utile, cela a peut-être été le plus dur. Mon téléphone portait toujours les numéros de mes parents. Pendant un moment, je me suis dit que les laisser non bloqués était de la maturité. Puis papa a appelé pendant une audience, 2 fois. Un message vocal est arrivé pendant que j'étais encore dans mes cabinets, j'ai attendu d'être rentré chez moi avant de l'écouter. Sa voix semblait plus vieille que dans mes souvenirs, « Mara, rappelle-moi, ta mère ne vit pas bien tout ça, Rachel a besoin de monde autour d'elle, les enfants ne comprennent pas pourquoi tu as disparu. Quoi qu'il soit arrivé, tu es toujours celle sur qui on peut compter. » J'ai rejoué la dernière phrase une fois, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce que j'avais besoin d'entendre ce qu'elle ne voulait plus dire, tu es celle sur qui on peut compter. Enfant, j'avais chéri ce rôle, adulte, j'avais construit une partie de mon identité autour de lui. Fiable voulait dire bonne, nécessaire voulait dire aimée, disponible voulait dire loyale. Maintenant, la phrase ressemblait à quelqu'un lisant une ancienne fiche de poste après que l'employé avait démissionné. Mon pouce a survolé l'option de rappel, un argument familier a surgi immédiatement, maman est plus âgée, papa a l'air fatigué, les enfants sont innocents, Rachel fait face aux conséquences, peut-être qu'une conversation ne ferait pas de mal. C'était ainsi que chaque limite avait été enfreinte auparavant, pas par une trahison énorme, par une exception raisonnable. Je n'ai rien effacé, le message vocal est resté dans les archives, mais j'ai désactivé les notifications de mes 2 parents. Puis j'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai fini de préparer le dîner, pas de discours, pas d'annonce, pas d'avertissement final. La limite existait parce que j'avais changé mon comportement, pas parce qu'ils étaient d'accord avec cela. La lettre d'Hélène est arrivée 3 semaines plus tard, du vrai papier, mon nom écrit de son écriture soignée sur l'enveloppe. Pendant 2 jours, je l'ai laissée sans l'ouvrir sur la table d'entrée. La vieille Mara l'aurait ouverte dans le couloir, la plus ancienne habitude était l'urgence. Si maman écrivait, je répondais, si maman pleurait, j'expliquais, si maman était déçue, je me corrigeais. Le 3e soir, j'ai fait du thé, je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai ouverte. Elle a commencé par mon surnom d'enfance, cela a failli marcher. Puis est venue l'explication, ils avaient été terrifiés, les enfants de Rachel avaient besoin d'elle, la clinique dépendait d'elle, ils n'avaient pas su quoi faire d'autre, ils n'avaient jamais eu l'intention de me faire du mal. Je me suis arrêté là, jamais eu l'intention. La phrase m'a irrité plus qu'une accusation ne l'aurait fait.
L'intention était devenue l'endroit préféré de ma mère pour cacher les conséquences. Elle a continué, nous savions que tu étais forte. J'ai failli rire. Puis une phrase m'a fait poser la lettre, nous croyions aussi que tes relations juridiques voulaient dire que tu aurais des options que Rachel n'aurait tout simplement pas. C'était là, écrit clairement, l'arithmétique. Pas l'ignorance de la loi, pas la croyance qu'une collision mortelle était mineure, ils avaient su que cela pouvait détruire une vie, ils avaient simplement choisi la vie dont ils croyaient qu'elle avait plus de voies de sortie, la mienne. Pendant plusieurs minutes, j'ai regardé la vapeur s'élever de monter. Quelque chose en moi avait voulu cette explication, non pas parce que je pensais qu'elle réparerait quoi que ce soit, mais parce qu'une cruauté sans réponse tente la personne qui la reçoit de continuer à chercher un malentendu caché, peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte. Peut-être que la panique les a rendus irrationnels, peut-être qu'ils pensaient que la confession ne serait jamais réellement utilisée. Hélène avait enfin retiré cette voie de secours, ils avaient pensé aux conséquences, ils les avaient attribuées. Ma carrière avait semblé flexible parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de la comprendre, mon absence d'enfant rendait mes pertes plus faciles à négliger, ma confiance rendait la souffrance absorbable. Mon expérience de la loi est devenue une ressource de plus dont ils croyaient qu'elle appartenait à tout le monde. L'explication ne m'a pas rendu plus en colère, elle m'a rendu plus calme, ils avaient enfin expliqué l'arithmétique, ils ne s'étaient toujours pas excusés d'avoir fait le calcul. La lettre s'est terminée par « Nous sommes toujours tes parents, quand tu seras prête à arrêter de nous punir, cette maison sera toujours chez toi. » Mes yeux se sont déplacés vers la clé accrochée avec les autres près de la porte d'entrée, cette maison n'était plus chez moi depuis des années, j'en avais simplement conservé l'accès, il y avait une différence. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je n'ai pas répondu. L'hiver est devenu le printemps, puis le printemps a glissé vers l'été. L'histoire n'a pas disparu, mais elle a cessé d'être la première chose que les gens associaient à mon nom. Cela importait moins que ce à quoi je m'attendais, il y avait eu une époque où je voulais que chaque personne qui entendait la version de mon père apprenne exactement à quel point il avait tort. Certains l'ont fait, d'autres probablement pas. Quelques proches ont envoyé des messages maladroits, je suis désolé que les choses soient devenues si hors de contrôle, je n'en avais aucune idée, j'espère que tout le monde pourra guérir. Je n'ai répondu à presque aucun d'eux, non pas parce qu'ils m'avaient tous trahi, mais parce qu'expliquer l'histoire encore et encore était une autre forme de vie à l'intérieur d'elle. Tante Suzanne a reçu une réponse après avoir demandé si elle pouvait visiter Seattle. J'ai écrit, je ne suis pas prête pour des visites, mais merci de demander au lieu d'assumer. Elle a répondu, compris. C'était suffisant, la plus petite interaction respectueuse semblait presque luxueuse. Environ 9 mois après la nuit où Rachel était entrée par la porte de mes parents, une enveloppe est arrivée avec son écriture, pas d'adresse de retour de la maison de mes parents, pas de marque dramatique, juste mon nom. Je l'ai tenue pendant un long moment avant de l'ouvrir. La lettre ne faisait qu'une page, Rachel n'expliquait pas l'affaire, elle ne me disait pas ce que son avocat pensait, elle ne me demandait pas de contacter qui que ce soit. Il n'y avait aucune demande d'argent, aucune demande de recommandation, aucune demande d'appel à la clinique, aucune demande que je répare les choses avec maman et papa. L'absence de ces choses parlait avant les mots eux-mêmes. Elle a écrit qu'elle avait passé des mois à penser à la première nuit, à la confession, à regarder papa pousser le papier vers moi et ne rien dire. Elle ne s'est pas dite désemparée, elle n'a pas blâmé la panique pour tout. Puis est venue la sentence qui m'a fait m'arrêter, j'ai passé toute ma vie à attendre que quelqu'un répare ce que j'avais cassé, tu as été la première personne à ne pas le faire. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé sur la table. Le vieil réflexe voulait répondre immédiatement, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que tout signe de responsabilité me donnait envie de me précipiter vers lui et de l'aider à survivre. C'était une autre version du même rôle, alors j'ai attendu, 1 jour, 2, 3. Pendant ces 3 jours, je suis allé travailler, j'ai gâché une autre pièce d'argile, j'ai dîné avec Léna, j'ai dormi. La lettre est restée là où je pouvais la voir. Le 3e soir, la réponse était devenue simple, Rachel, quand tu seras prête à me connaître sans avoir besoin que je porte quelque chose pour toi, je suis prête à écouter. Mara. Je n'ai pas écrit « je te pardonne », je n'ai pas écrit « tu me manques », les 2 sentiments me traversaient sous des formes que je n'étais pas encore prête à nommer. J'ai plié la note et je l'ai envoyée. C'était tout, pas de retrouvailles, pas d'embrassade à l'aéroport, pas d'appel téléphonique soudain où nous réparions 40 ans en 40 minutes. La porte n'était pas ouverte, mais elle n'était plus clouée non plus. Elle avait une condition pour la première fois, et cette condition m'appartenait.
Le double de clé est resté sur mon trousseau une semaine de plus. Je le remarquais chaque matin, non pas parce que je prévoyais de l'utiliser, mais parce que j'avais réalisé que je n'avais jamais consciemment décidé de le garder. Papa me l'avait donné, je l'avais porté, c'était toute l'histoire. Un samedi, après le cours de poterie, je me suis arrêté dans une papeterie et j'ai acheté une enveloppe matelassée simple. À la maison, j'ai retiré la clé du trousseau, la petite boucle métallique a résisté, j'ai dû utiliser l'ongle de mon pouce pour l'écarter. Quand la clé a finalement glissé, le reste du trousseau s'est décalé dans ma paume, plus léger. Je l'ai placé à l'intérieur de l'enveloppe. Pendant un long moment, j'ai fixé la carte vierge à côté. Il y avait des pages que j'aurais pu écrire, « Tu as essayé de me sacrifier, tu as menti sur moi, tu ne m'as jamais connu, tu as protégé Rachel jusqu'à ce que la protection devienne de la destruction. » Tout était vrai, rien n'était nécessaire. J'ai écrit une phrase, « J'étais ta fille avant d'être ton plan d'urgence. » Pas d'accusation, pas de demande de réponse, pas d'adresse de retour au-delà de ce que le système postal exigeait. J'ai scellé l'enveloppe et je l'ai postée. En rentrant chez moi, je m'attendais à me sentir triomphante, au lieu de cela, le chagrin est venu doucement. Papa m'avait autrefois porté endormi depuis la voiture, maman m'avait appris à me tresser les cheveux, Rachel avait dormi dans ma chambre pendant les orages quand nous étions petites. Ces souvenirs ne devenaient pas faux parce que des choix ultérieurs m'avaient blessé, c'était la partie difficile. Quitter les gens ne nécessitait pas de prouver que chaque bon moment avait été un mensonge, parfois cela nécessitait seulement d'accepter que les bons souvenirs ne pouvaient pas rendre le mal présent sûr. En soirée, le chagrin s'était déposé en quelque chose de plus doux, pas le pardon, la propriété. J'ai fait le dîner, j'ai lavé la vaisselle, j'ai lu un demi-chapitre d'un livre. À 21h, je suis allé verrouiller la porte d'entrée, mon trousseau de clés était toujours dans ma hande, plus léger d'une clé. La différence était à peine visible, je la ressentais quand même. Le pen dormant a tourné avec un clic propre, c'était ma porte, personne ne m'y avait donné accès en échange de mon utilité, personne ne pouvait invoquer une urgence et transformer la clé en une obligation. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Pendant une seconde, la vieille tension est revenue, puis j'ai regardé, Léna, toujours d'accord pour le dîner demain? Un an plus tôt, j'aurais peut-être vérifié si maman avait appelé d'abord, si papa avait besoin de quelque chose, si Rachel avait un problème qui devrait avoir la priorité. Il n'y avait rien à vérifier maintenant, j'ai tapé un mot, oui, puis j'ai posé le téléphone. Pour la première fois, le prochain appel dans ma vie était le mien, pour y répondre ou non.